Johan Leroche, c'est un ancien concurrent qui a abandonné les formations de dev pour se focus sur le freelance avec un énorme accompagnement qui aide les freelances. Il a énormément d'expérience dans le freelancing vu qu'il a travaillé depuis 12-13 ans à peu près et il aide les personnes à trouver des missions, notamment avec la création de contenu. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu tout cet univers YouTube, parler de l'entrepreneuriat en général. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Et pour ça, on salue Johan. Salut les gars, merci pour l'invitation d'ailleurs. Ça me fait très plaisir de t'avoir en vrai. En plus, maintenant, je préfère faire en vrai. C'est quand même plus drôle. Ça me fatigue à un niveau de faire des trucs en visio. Bah, c'est quand même plus stylé de se voir en vrai, c'est différent. Comme ça, tu te vois en plus. Et ouais, En plus, et là en plus on a une belle vue, donc ça c'est cool. t'as vu, le plan est stylé. Alors, de quoi j'ai noté à peu près les sujets comme ça, tu sais ce que j'ai noté. Ouais. Alors, même si c'est toujours pas ce format interview, mais ton histoire quand même pour que les gens sachent qui t'es, pour les personnes qui savent pas qui t'es. Coding Crew, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Ouais. Notre rencontre, LinkedIn, l'accompagnement que t'as pris si t'as envie d'en parler. Ouais, carrément. Donc, je vais pas te donner de nom, mais comme ça, je sais pas si t'as envie de communiquer dessus, etc. Transparent là-dessus. YouTube et expatriation, et après on finira avec les débats. Normalement, il y a assez de sujets pour tout ceci, et donc déjà, c'est travail très compliqué. Résumer ton parcours, mais en 2-3 minutes. En 2-3 minutes, ok. Alors du coup, bah moi c'est Johan, donc le rock, pas le roche, mais t'inquiète, putain, t'inquiète, on me fait à chaque fois. Je suis dev depuis 13 ans et 10 ans en freelance, en full remote. Ça fait longtemps que je me spécialise dans le front-end et surtout le pixel perfect, les animations, j'adore ça. À la limite du dev créa. Donc j'ai fait du full stack, du back-end, etc. Mais c'est ça qui m'intéresse à fond. Et on en parlera après, mais Coding Crew, c'était aussi le fait que je faisais justement cette spécialité-là, que j'avais envie de le communiquer aux gens. Donc là, j'ai principalement travaillé pour des startups, et après j'ai aussi travaillé pour des grands groupes. Donc j'ai une bonne connaissance de ce que veut un grand groupe, une startup en termes de profil. Et donc je faisais des formations aussi sur React comme Melvin, on était concurrents, mais pour autant ça nous empêchait pas d'échanger sur le sujet. Et au final, les gens me posaient plus de questions sur comment trouver du boulot après avoir été formé sur React que comment être meilleur techniquement. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est parti là-dessus. Du coup, en mission freelance, tu as travaillé pendant 12 ans. Bon, en fait, j'ai fait 13 ans de dev en entreprise et dont 10 ans en freelance remote. Full remote. Pour quel type de boîte? Startup, early stage startup. Donc il y avait beaucoup de projets qui avaient des investissements, de levée de fonds, qui voulaient bootstrap leur projet. Donc j'ai fait beaucoup de boîtes comme ça. Et j'ai fait aussi des grosses boîtes. Typiquement, bah, les plus grosses, c'est Fortuneo Arkea, par exemple, un bancaire. Comment tu as réussi à rentrer en contact avec eux? Bah, toujours de par mon réseau, le fait que j'aille toujours vers les gens, et c'est ce que j'enseigne aux gens aujourd'hui, tu vois. C'est toujours faire du network. C'est le networking. Ouais. Networking, prospection, j'en faisais pas énorme parce que j'avais pas besoin, parce que je montrais toujours ce que je faisais et justement, j'allais toujours voir les personnes et je faisais toujours en sorte que mes relations se passent bien avec les gens. Et après, quand je travaillais chez les clients, je faisais toujours en sorte de surdélivrer et de toujours récupérer du bon feedback. Donc ça m'a toujours aussi aidé à faire des recommandations. Ouais, donc en réseautage, sans avoir... T'as eu cette chance d'être aussi là à un moment où... Ouais, au début, ouais, j'ai eu de la chance pour ça. Mais en fait, le marché était complètement différent d'aujourd'hui. Mais pour autant, il y avait quand même pas énormément de freelance. Et c'était quand même un peu différent de se positionner en tant que freelance aujourd'hui. Tout le monde le fait, donc c'est devenu normal. Mais les clients, il y avait aussi à un moment donné, il fallait les rassurer, quoi. Donc, d'où viennent tes premières missions? C'est avec ton réseau Ouais, et que tu avais déjà travaillé un peu en entreprise. exactement. Et en fait, la technique qui avait le mieux marché à l'époque, c'était d'aller dans les pépinières de startups où il y avait des incubateurs. T'allais voir les founders, t'allais leur dire. En fait, tu travailles dans l'open space, tu travailles pour un client, mais en fait, à la Ah, pause café ou je sais pas, enfin à la pause déj, tu discutes avec les gens et en fait, tu crées des relations avec ces gens-là et ces gens se disent, ah, t'es dev, tu fais quoi? Et en fait, ah, trop stylé, bah, je cherche machin ou, ah, c'est vrai que ça s'est tiré. Hein. bah, c'est cheaté de ouf. Moi, j'étais avec un pote là dans notre villa qui était un dev et il a justement tous ses clients comme ça. C'est juste en parlant et quand il dit que il y a beaucoup de gens qui recherchent des devs pour créer des produits, etc. Mais Ouais. c'est dur de trouver des devs qui savent créer des produits et qui vont pas te demander 12 000 euros parce qu'ils vont prendre ça, ils vont 6 mois pour faire ton truc parce qu'ils veulent faire le machin. Ah, c'est surtout que dis-toi que là, aujourd'hui, une personne, elle doit lâcher 500 euros en moyenne par jour pour un freelance suivant le niveau. Si elle connaît pas la personne, qu'elle a pas confiance, que la personne se vend pas super bien ou qu'elle a pas un bon packaging sur Internet, c'est chaud, quoi. Donc, en fait, la relation physique vient, en fait, contrebalancer ça. Tu vois, c'est plus direct.
Ouais, c'est vrai. Et puis, t'as la confiance, tu peux voir son travail, etc. Le gars-là, en l'occurrence, il s'est spécialisé pour créer des projets vite. Et beaucoup de gens cherchent ça, tu vois. Ils sont en mode, ils saoulent ces devs à prendre 150 ans pour faire le truc, surtout qu'eux, ils arrivent pas à comprendre que ça prenne longtemps. Et donc, si tu te dis, ouais, moi, je vais faire le machin vite, en mode creepy, et comme ça, le client est satisfait, il peut tester et voir que son produit, c'est de la merde assez vite. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais le truc, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est pourquoi il y avait beaucoup de devs, même à l'époque, qui galéraient à trouver des clients, alors que pour moi, je trouvais ça facile. C'est que les mecs, ils parlent que tech. Et la plupart du Ah, temps, les gens, en fait, à qui tu discutes, ce sont des chefs d'entreprise ou des gens qui sont focus sur leur business ou leur core product. Donc, si toi, tu leur poses pas des bonnes questions pour les rassurer et que tu parles juste de technique, le mec, il a peur, quoi. ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pour ça que t'enseignes un petit peu le côté, Exactement. et que les gens sont attirés par le côté entrepreneuriat, parce que pour être un bon freelance, faut être un Bah, petit peu un entrepreneur. en fait, ouais, un petit peu quand même, tu vois. Ça fait partie de ton business de chercher du travail. Quand t'as pas de travail, en fait, en tant que dev freelance, ton boulot, c'est pas de t'améliorer techniquement. Ton boulot, c'est de trouver suffisamment de personnes avec qui contacter pour avoir une opportunité. Et une fois que t'as ton opportunité, que t'es rentré chez le client, t'es toujours une merde et tu apprends, en fait, sur le tas. Moi, genre, j'ai signé des clients au début. Pour moi, j'étais poker face, super serein. Je disais oui, oui, j'ai déjà fait, oui, je sais faire. Il y a certains trucs où j'étais honnête et je disais, bah non, je sais pas faire, mais je savais que j'allais pouvoir le faire en tryhardant. Et en fait, c'est toujours comme ça qu'on s'améliore et c'est dans l'inconfort, en fait, qu'on fait les meilleures opportunités. Donc, si tu fais que ça tout le temps, t'es habitué et c'est normal pour toi et t'as que des missions qui sont bien passionnantes et qui te rapportent et qui sont bien payées en full remote, etc. T'as eu le Graal du développeur avec ton full remote Ouais, à plus de personne qui 10. faisait ça, tu vois. Et même à Fortunéo, au début, tu vois, genre, je sais que quand je suis rentré, les 3 premiers mois, ils voulaient du full présentiel. Donc, j'ai fait du full présentiel pendant peut-être 2, 3 mois. Après, je leur ai dit non, ça me va pas, je vais partir. Hybride. Donc j'étais en hybride et après je leur ai dit bah non ça ne va toujours pas et tu vois genre au bout de 6 mois j'avais le full remote et je suis resté 2 ans et après je faisais mes projets entrepreneuriaux le soir et le week-end. Mais le truc c'est que ça faisait rager des gens parce que j'étais le seul à faire ça. Hmm. Mais sauf que bah le truc c'est que je me suis rendu indispensable sur un truc et ce que j'enseigne aussi aux gens c'est ok c'est bien d'être comme tout le monde d'avoir un profil optimisé et tout mais ça c'est la base en freelancing. Mais aujourd'hui, il faut que tu aies une appétence supplémentaire qui fasse que bah, tu as un profil qui en vaut deux. Hmm. Moi, je faisais du front-end, mais aussi du pixel perfect design. Tu vois, genre, j'intégrais des designs et vu que mon frère est designer, c'était facile parce que je m'entraînais tous les jours avec ses maquettes. Du coup, les mecs, quand ils avaient un design bien léché et une app complexe derrière, bah, moi, je leur faisais tout comme si c'était le design qui était vivant, tu vois. Et donc, les gens, ils ont pas envie de te lâcher après. Parce que quand tu regardes Ouais, la majorité des front-end, ils savent pas du tout faire d'intégration. c'est pas facile. Et donc, du coup, quand tu as le pilier déjà en front-end, t'es bon, tu fais une app de A à Z, bah, les gens sont contents, ils te payent pour ça. Mais si en plus de ça, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance pour faire des trucs qui sont super bien léchés, quali avec des animes, bah, t'es irremplaçable en fait, parce que 90 à 95% des devs ne savent pas faire ça. C'est toujours pareil. Faut arriver à se nicher dans un truc qui vous passionne et qui soit complémentaire avec votre métier. Ce qui fait que vous êtes irrésistible. Du coup, t'as fait ça, et donc ça en vient de te dire, ok, tout le monde me voit en tant qu'un profil qui en vaut deux, donc je vais faire Coding Crew que t'as pas fait tout seul, qui était un truc à se dire, bah je vais enseigner cette compétence qui fait que je suis Exactement. avantageux, qui est du pixel perfect. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de ça. Je vais enseigner ce pixel perfect, et comme ça va être super. Coding Crew à la base, je l'ai fait avec deux autres potes, deux autres associés. Il y avait François Duval, lui qui avait plus un profil DevOps, back-end. Et donc lui, en fait, en gros, il gérait en fait tous nos pipelines pour notre projet, tout ce qu'on mettait en place. Et il y avait Johan qui faisait toute la structure du cours, et moi qui faisais les vidéos, qui faisais les workshops. Donc en fait, je consommais ce que Johan produisait déjà en tant que premier utilisateur, et on améliorait comme ça. Et donc du coup, on avait une vision d'une personne qui connaissait pas super bien React, une personne qui était son métier depuis plusieurs années, et une autre personne dont c'était aussi son métier de plusieurs années et qui était vraiment chaud. Bah, du coup, on était en train de vraiment aller en profondeur sur React. Mais on voulait pas faire des trucs sur les frameworks, etc. Et après ça, moi, ce que je voulais faire, c'était apprendre aux gens à faire de l'intégration. Donc avoir vraiment la composante. Je peux faire des apps complexes et comprendre comment ça fonctionne en profondeur. Mais derrière, je fais quand même des trucs super léchés. Sauf que euh, on s'est confronté à la réalité du marché qui fait que les gens ne s'intéressent pas à la technique purement, surtout quand tu n'as pas d'audience, t'es mort.
Tu vois, moi, j'ai fait l'inverse de toi. Ah oui. J'ai construit après l'audience, après le produit. C'est toi d'être avec tes 3 associés. En plus, vous êtes dit, on va pas utiliser une plateforme à la con, style Podiat. Ouais. On va venir créer une plateforme. Donc, toi, tu t'es amusé à coder pendant des heures Exactement. et des heures ta plateforme. Et une fois que tu l'avais, tu t'es dit, comment je vais avoir des clients? D'où viennent les gens qui veulent payer? Et donc, tu t'es foutu à LinkedIn. Donc, finalement, c'était un mal pour un bien. Ouais, mais en fait, je l'ai fait après coup. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on s'est concentré en fait sur le produit avant même de. En fait, t'as pas besoin d'avoir un produit fini pour le lancer. Et maintenant, en fait, j'ai fait l'inverse. On en parlera après. Mais ça m'a fait une grande leçon de vie parce qu'en fait, avant, je me concentrais tout le temps sur la tech. Et pendant toutes les années où j'ai fait l'entrepreneuriat, je faisais concentrer sur la tech. J'avais toujours des associés qui s'occupaient de la partie market. Et, et en fait, je ne m'intéressais pas vraiment au market. Ou je pensais m'y intéresser, mais j'étais nul à chier, quoi. Tu vois. Et sauf que là, j'ai complètement fait l'effet inverse, c'est que techniquement, peut-être que là aujourd'hui, je régresse parce que j'en fais plus assez. Mais par contre, d'un point de vue business, market, comment créer une audience, comment la marketer, comment vendre son produit, bah maintenant ça, j'ai beaucoup plus d'appétence dessus qu'il y a 6 mois, 8 mois, tu vois. Bah oui. Donc, t'as mis tes efforts dessus. Donc, Pardon. si tu mets tes efforts 3 mois sur le marketing, tu vas être meilleur que 90% des gens qui essaient d'en faire. Donc, Surtout quand tu arrives à faire rentrer tes premiers euros, tu as compris après comment ça marche et tu optimises. c'était quoi du coup? Vous avez fait le Coding Crew avec la première formation, c'était Ouais, à l'abordage de React. Hein. exactement, c'était ça. D'ailleurs, on vient de clôturer la boîte là. On vient de la Ah, clôturer. vous aviez carrément créé des boîtes, donc ça, c'est des bons français. Ils ont Ouais, mais en fait, ça, c'est aussi l'autre erreur qu'on a fait. départ. Attends, l'autre erreur qu'on a fait, en fait, il y a plusieurs erreurs. En tout cas, j'ai pas fait d'erreur en choisissant mes associés parce qu'en fait, c'est des personnes qui ça se passera toujours bien. Et c'est des gens de confiance qui peuvent tryhard le sujet. L'erreur qu'on a fait, c'est de sous-estimer le fait qu'il fallait créer une communauté, une audience avant quand tu veux faire de la formation en ligne comme ça. Surtout si tu fais pas d'ads. Et le problème que moi j'ai fait, c'est que la marche était trop haute par rapport à où on partait avec l'audience pour en vivre tous les trois. En fait, c'est devenu un side project qui nous prenait énormément de temps parce qu'il y a des gens qui nous ont payé en fait pour ça. Donc on était obligé de délivrer et toujours rajouter des choses. Mais sauf que tu es dans un cercle où bah, tu as quand même besoin d'avoir des gros revenus pour vivre, À 3. continuer ton activité. Et à 3, en fait, pour avoir le même niveau de vie qu'on avait avec nos clients, il fallait que la boîte elle rende 30K mensuel minimum. Ouais, c'est ce que j'étais en train de le dire. C'est 10K à peu près par personne. Et encore, Johan et moi, même François maintenant, on arrive à facturer des clients à 13K mensuel. Donc en fait, on aurait quand même downgrade, tu vois, genre sur ça. Donc en fait, tu pars du principe où tu montes un business avec 3 personnes, bah, tu as 3 fois plus de cash à générer de base. C'est quand même beaucoup plus hardcore, quoi. Et c'est pour ça que l'autre business que j'ai fait, je l'ai fait complètement différemment et ça marche beaucoup mieux. Erreur 1, c'était, entre guillemets, de t'associer. En fait, c'est Pas les associer eux-mêmes, mais juste s'associer. Ouais, t'associer tout court. Dans un business de formation où ça va te demander énormément de... Deuxième point, c'était l'audience. Ouais. Après, sinon, ça... Bah, et encore, je te dirais même, en 1, ça serait l'audience. Et 2, s'associer parce qu'en fait, si t'as l'audience, à la limite, que tu t'associes, ça peut compenser, tu vois, parce que l'audience, elle te ramène tellement. Ah, ça dépend quelle audience t'as. Tu peux avoir 1000 abonnés sur YouTube ou... Ouais, non, mais en plus, ça, on pourra en parler, mais tu vois, genre, le ratio nombre d'abonnés et cash que tu rentres n'a pas forcément de corrélation, tu vois. Mais ouais, effectivement, c'est les 2 erreurs. Troisième erreur, je pense que je peux en trouver une, mais c'est quand on est 3, c'est plus dur de prendre des décisions et de pivoter vite. Et le truc, là où j'ai perdu du temps astronomique, et chacune des personnes qui travaillent sur le projet a perdu du temps astronomique, c'est que quand quelqu'un faisait quelque chose, vu que t'es 3, t'es obligé de demander à chaque personne le review avant de sortir quelque chose. Tu peux pas faire n'importe quoi et dire, allez, je fais une vidéo comme ça, je la sors comme ça. C'est beaucoup moins spontané, tu vois, quand t'es tout seul. C'est toi qui as pris le lead de la content creation. Et eux, ils n'étaient pas d'accord avec tout ce que tu fais. C'est pas forcément qu'ils étaient pas d'accord avec tout ce que je faisais, mais c'est qu'on s'était accordé dès le début, tu vois, c'est peut-être une erreur, de se dire, ok, tout le monde a le droit de faire des retours sur tout, quoi. Plutôt que de se splitter vraiment complètement les tâches, tu vois. Ça, c'est en général un truc qui manque, et je me rends compte, typiquement, là, on est dans une villa avec cette personne. Alors, on va pas, le cacher, pas, peut-être que vous allez sortir après, mais on va pas beaucoup sortir. Mais typiquement, s'il y a pas un leader, et dans les groupes en général, hein, si t'as pas un leader et que tout le monde est là, s'il y a pas une personne qui décide qu'est-ce qu'on mange, si tu t'amuses à demander, mais est-ce que t'es d'accord qu'on mange ça? Si tu poses la question à quelqu'un, il va te répondre un truc, tu vois, il y a peu de gens qui sont en mode, il y en a beaucoup. Oui. Mais ils vont souvent se dire, bah, il me pose la question, il faut que je lui apporte de la valeur. Et lui, il pense que la valeur, c'est pas de dire oui. La valeur, c'est de te dire, ah, mais non, ce serait bien de rajouter du fromage. Et en fait, ça te crée plus de flou et de... La même chose quand tu pars. Moi, j'étais dans un groupe de 10 en Crète. Et en l'occurrence, le mec qui avait organisé
Putain. Il y a les gestes que ça fait des... Le mec qui avait organisé ça, il était pas du tout leader. Et donc, moi, j'ai dû prendre ce rôle, sinon c'était insupportable. Genre, il sait pas quand on part à bouffer, tu vois, dans la dynamique de groupe. Toujours qu'une personne arrive, qui dise, bah non, on va manger à 21h, ceux qui sont pas prêts, ils prendront pas le taxi, ils resteront ici, et fuck you. Ah non, mais clairement, attention, t'es obligé. Et dans les sociétés, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des hiérarchies, hein. Il y a des hiérarchies et même des rôles spécifiques à chaque personne. Oui, le CEO qui va avoir le chef des opérations, CMO, etc. C'est vrai que une hiérarchie horizontale, tu vois, où genre t'as pas forcément de chef et tout, c'est beaucoup plus dur à gérer, tu vois, au business. Tout, quand t'as une petite équipe, alors tout le monde a le droit de parole. Le droit de décision, c'est autre chose. Le mec qui peut prendre les décisions, il est pas obligé d'écouter tes paroles. Mais tout le monde peut dire dans une petite boîte, ouais, moi je pense que ce serait comme ça, et puis le mec écoute ou écoute pas. Mais c'est vrai qu'en général, quand t'as pas de leader, moi de base j'étais pas trop comme ça et j'ai dû, genre, on va organiser, on va faire ça, sinon tu dis, y a rien qui se passe. Et si tout le monde est au même stade, les machins ne peuvent pas avancer. Tout le monde est en train de donner son avis. Ouais. Même chose avec la bouffe ici, tu vois, avec quelqu'un dise, on va manger ça, 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 et tu prends des décisions, parce que sinon, ouais, c'est clair. Non, sinon ça avance pas. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, ça a pas marché, ce projet Coding Pro. Ça aurait pu marcher, mais en fait, vu qu'on était vraiment en mode focus sur nos clients et qu'en plus on était charrette sur nos clients, on donnait beaucoup de valeur en fait à nos clients parce qu'on était payé cher, donc il fallait qu'on leur rende leur monnaie de leur pièce. Bah en fait, ce projet-là, c'était toujours un side project, mais pour qu'il marche, il aurait fallu qu'on soit vraiment tous les trois à 100% dessus et tous les trois à vraiment faire de la création de contenu pour avoir une grosse traction, tu vois. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Parfaitement droit. Ouais. Et du coup, t'as créé du contenu, ça t'a quand même aidé. Parce que, justement, moi, j'ai noté ça dans l'ordre comme ceci, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux en général, et quand je vois un gars faire un truc, alors c'est pas que parce que c'était du React, mais en général, quand un gars fait des formations sur le dev, etc., j'aurais tendance personnellement à le contacter, et voir s'il veut parler, etc. Et j'aime bien prendre des calls, c'est pas pour copier, c'est juste pour se dire, je préfère être spot avec les gens qui font des trucs et les aider, voir, parce que moi je manque de concurrence, tu vois. Je me dis, j'aimerais bien que d'autres gars fassent des cours sur React, que je puisse regarder ce qu'ils font, que ça crée. Ouais. C'est toujours mieux quand il y a quelqu'un qui fait des choses contre toi. En fait, et en plus, si t'es pote avec, c'est le OG et chill. En fait, c'est contre-productif de se dire qu'il faut networker et sympathiser même avec ses concurrents. Alors en fait, ça t'aide plus dans le business que ça te tire vers le bas. Je comprends les gens qui essaient de tirer les draps vers eux. Ah oui, ça va toujours. Oui, c'est ce que tu es en train de faire et c'est ce que je fais aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le même business que moi dans mon network. Et en fait, on se donne les tips, on s'améliore l'un et l'autre sur des aspects où qu'on a négligé. Et le marché, en fait, est tellement gros, en fait, et oui. Et c'est pas parce qu'un mec a acheté chez toi, en plus, il va pas acheter chez moi. Typiquement, moi, j'ai plein d'élèves quand acheté, on parlait de MyCoder, quand acheté la formation de MyCoder, quand acheté ma formation. Surtout les gens qui ont l'habitude, envie d'acheter. Il y a des gens qui achètent toutes les formations. Pour se dire, OK, il y aura peut-être des trucs que je vais trouver là et que je trouverai pas là. Et comment on s'est rencontrés? C'est moi qui t'ai envoyé un message sur LinkedIn. Comment tu réagis? Tu me connaissais? Moi, je te connaissais, je te suivais, ouais, sur YouTube et tout. J'aimais bien ce que tu faisais. En plus, bah, c'est l'écosystème que je pratique, donc forcément, je pouvais pas ne pas te connaître, tu vois. Et non, bah, du coup, moi, j'étais content. Donc, on a fait un call, c'est bien passé, bon feeling. Et après, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce call? Je me rappelle même plus, tiens. Je crois que t'étais à Bali. Non, mais je te donnais des conseils, quoi. Oui, non, mais je disais un truc en particulier, mais pour moi, ça devient tellement normal. Là, tu vois, je vais expliquer le marketing, l'email, faire des manières. Ah ben, en fait, ouais, carrément. Là, oui, effectivement, quand on a fait ce call-là, ça m'a encore plus appuyé sur la douleur que j'avais j'ai commencé tard à faire la communauté et à en parler, en fait. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, putain, j'ai travaillé tout ce temps-là avant pour me rendre compte que l'inertie aujourd'hui, elle est compliquée à rattraper, à moins de travailler comme un fou et de me passer à temps plein que sur ça, tu vois. Sauf que je pouvais pas parce que j'avais besoin, en fait, d'avoir mes rentrées d'argent avec mes clients, tu vois. Oui. Donc, en fait, je me suis un peu rendu compte que là, on était quand même dans un truc où on était mal barré, tu vois. Et ça, en clair, ça m'a surtout donné envie de bootstrap un autre business, tu vois. Parce que moi, quand j'ai fait l'appel avec toi, tu m'as raconté ton histoire, tu m'as dit, ouais, je suis freelance, tu m'as dit combien tu gagnais, donc on te dit avant entre 10 et 13, jusqu'à 13 000, et que t'étais en full remote. Moi, je t'ai dit, mais mec, tu comprends pas le délire des gens, là. Tu as le rêve de tous ces putains de gens qui sont sur Internet.
Et je dis, mais c'est ça qu'il faut que t'expliques que tu fasses. C'est direct ce que je t'ai dit. Ouais, tu m'as dit. Et tu m'as dit, On a eu l'idée en tête. et je t'ai dit, mais c'est là Ouais. où il y a de la valeur parce que les gens veulent exactement la position où t'es. Exactement. Bon, tu vas me dire, le pixel perfect, ça aurait pu être Ouais, mais en le fait, chemin qui t'a mené là. ouais, c'est ça. Mais en plus, moi, je voulais préférer ça, tu vois, genre en formation, expliquer aux gens ce que je fais techniquement. Mais en fait, ça répond pas à une douleur aussi profonde qu'aujourd'hui le marché, c'est dur de trouver du client, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. T'as toujours le syndrome de l'imposteur. Tu me dis toujours, oui, effectivement, ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je fais du freelance en full remote. Est-ce que je suis légitime à expliquer aux gens comment faire? Tu vois, c'est toujours pareil. Et quand tu me l'as dit, effectivement, je me dis, bah oui, Melvin, tu vois, genre, il arrive à faire du cash avec sa formation, à être crédible sur quelque chose avec moins d'expérience que moi au final. Donc, je peux me dire, bah, je peux faire la même chose. Tu vois, ça m'a aidé. Surtout que 10 ans en freelance avec 13 000 euros. Il y a pas beaucoup de freelance qui doivent gagner 13 000 euros de J'ai salaire. pas fait 13 000 les premières années, hein, forcément, par mois. Et quand Ouais, c'est ça. quand tu t'es lancé dans la formation, c'était ce que tu faisais dans les mois Ouais. avant d'arrêter. Mais là, en plus, j'étais en 4/5e. J'avais un Yes. jour off. Ah, 4 jours sur la semaine. L'année, ouais. Donc 13 000 avec un jour off en full remote qui est le dream de tout le monde, etc. Donc tu avais quand même réussi là où beaucoup de gens échouent. Donc c'était pour moi une très bonne idée. Donc pourquoi on s'est parlé? Comment tu m'as perçu au début? C'est mes questions, Gabriel. C'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks. En fait, c'est marrant parce que quand tu vois la personne sur une vidéo YouTube et après que tu parles avec elle, des fois, c'est pas du tout l'image que tu t'en fais, tu vois. Et je t'ai trouvé beaucoup plus réservé en appel Ouais. que sur tes appels vidéo, en fait, YouTube. Ouais, Sur tes appels, tes vidéos YouTube. Averti à bouger, là, etc. Et du coup, c'est un peu perturbant au début parce que tu penses en fait que tu connais bien la personne. En fait, tu la connais pas du tout. Et tu sais pas comment J'étais là, réagir parce qu'en tendu fait, comme ça en mode ouais, mais en fait, c'est marrant. Mais en fait, ça me l'a fait sur plein de personnes. Tu vois, genre Yanis, Ah oui. qui est coach maintenant pour moi. Et j'ai eu exactement le même effet et je suis pas le seul à le dire. C'est que sur ses vidéos YouTube et en vrai, il a deux personnalités différentes. Ouais, c'est vrai que les vidéos YouTube, enfin moi j'ai développé ce rôle et les gens kiffent ça en fait. C'était en contradiction avec le dev standard. Si quand tu regardes une vidéo de graphic art, le mec il a une voix, on dirait que c'est le même décibel sur tout le long que si c'est une mélodie flat. Je me suis dit avoir des pics, des bas, des machins, Ça rajoute du dynamisme, tu vois. ça vient contredire le reste. Tu vois, c'était dans les USP quoi, la valeur proposition unique, c'est que dans mes vidéos de formation aussi, je suis là à raconter des conneries des fois, je pars en vrille, pas trop, mais Après, ce qui est bien, et je trouve que c'est quelque chose sur lequel je tends de plus en plus, au début, quand tu fais tes vidéos sur Internet, tu as tendance à toujours à te contraindre et à essayer de faire en sorte d'être le plus lisse possible. Mais pour moi, c'est pas comme ça que tu te crées une audience de fans. Quand je dis de fans, c'est des gens qui vont être prêts à te suivre quoi que tu fasses et même à t'acheter des produits, à te suivre jour au jour tout ce que tu fais sur ton menu public. Et ça, bah, quand tu veux te créer une vraie audience qui te ressemble, je pense qu'il faut être soi-même et il faut pas hésiter à être clivant ou dire ça c'est contre-intuitif, hein. C'est que après t'as la peur de te dire, bah, typiquement il y a plein de trucs que moi je dis pas de ce que je dis ici. ouais, On serait assassiné tous les jours il y a des trucs. de la semaine, mais de toute évidence, c'est intéressant d'en dire un petit peu pour voilà, en fait, tu te dis plus t'as de gens qui sont contre toi, plus t'en auras qui vont être avec toi. Exactement. Toi, tu veux des gens qui soient avec toi. Exactement. Tu t'en fous d'avoir des gens qui sont moyens, qui sont là au milieu à dire ouais, mais moi Ouais. j'aime Melvin, Johan, j'aime Michael, je les aime tous autant. Ah non, toi tu veux te contredire X, tu contredis Melvin, comme ça les gens ils t'aiment toi ou ils aiment Melvin, ils peuvent pas faire les deux. Bah, en fait, tu peux jouer ce jeu-là. Après, faut être en phase avec vraiment ce que tu veux faire. Mais des fois, tu peux jouer un peu de ce jeu-là. Il y a des gens qui le jouent. Très souvent, les gens que tu critiques, tu pourrais très facilement leur parler Ah oui. que, enfin, Bah, après, moi, je critique très rarement parce qu'en fait, je pars du principe que genre les gens font ce qu'ils veulent et moi, en fait, j'ai juste envie d'aller dans une direction. Je préfère en fait. moi je critique pas souvent non plus. Ouais, non. Moi, j'essaie et je me force à pas du tout critiquer, même si Ah oui. des fois c'est dur. Il y a des gens en fait qui vont foutre des bâtons dans les roues exprès. Et donc là, c'est dur d'être impartial, enfin de pas laisser transparaître tes émotions. Mais c'est plus efficace, je trouve, quand tu te focuses vraiment sur être la meilleure version de toi-même tous les jours et de te focus sur ton boulot et juste ce que tu dois faire pour être productif et arriver à tes objectifs, que de regarder ce que font les autres. Moi j'aime bien regarder parce que je suis animé par la compétition. Mais c'est bien parce que en fait, toi au moins, ça te permet d'avoir une vision de ce que les autres font, quoi ajuster par rapport, en fait, qu'est-ce qui marche chez eux et qu'est-ce qui marche pas chez toi et comment le rectifier.
Donc je pense que c'est très bien. Moi, je le fais pas assez. Je devrais Ouais. faire plus. Mais pour autant, moi, je le compense parce que je vais voir des gens qui font à peu près les mêmes business que moi, sans avoir à les regarder. Je vais leur demander, bah écoute, moi je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, si t'as des conseils, t'as besoin de conseils, je t'aide aussi, tu vois. T'as vu mon post incendiaire là où où je m'auto tire des balles dans la tête. Des fois, J'en ai vu certains. Ouais. des fois, je m'ennuie et j'écris, parce que j'écris mes posts tellement vite que des fois, tu sais, je m'amuse pas à les relire. Si je relisais tous mes posts, j'en posterais aucun. Oui. Que, Bah en fait, t'étais dans une dynamique, je draft et j'envoie. ouais, tu drafts, tu corriges avec l'IA. Même des fois, avec l'IA, elle laisse des fautes, cette pute d'IA. Avec le post où je dis, le mec Videl, là, il fait une vidéo, et moi derrière, je le copie carrément 2 fois. Genre, je sais, c'était trop drôle de dire ça. Genre, le mec, il a un niveau de copie de se dire, j'ai copié la vidéo une fois, mais tu sais quoi, je vais la refaire cette année, le même concept, dans le doute, ça passe. Et ce Videl, depuis que j'ai fait cette vidéo, c'est pour ça que je disais ça, comme ça, je peux parler de ce tweet, j'aime bien les podcasts pour faire ça, c'est que il m'a jamais répondu. Tu sais que j'ai fait cette vidéo, et après, il avait lancé son cours, etc. Et je lui dis, ah, bah, si tu veux, on pourrait se faire un appel. Je lui ai envoyé un message sur Twitter, et je lui ai envoyé un mail. Il m'a jamais même répondu. Et il y a quand même un gars qui m'a partagé un moment où il parle de moi dans un live. Il fait des lives de vente, de coaching, ok, c'est des lives de vente. Il dit, ouais, il zappe la question. Je me suis dit, lui, c'est l'exemple. Et c'est pour ça que tout le monde me disait dans les commentaires, mais t'es qu'un sale con, t'as pas de gens tu sais, tu t'es inventé ça. Non, j'envoie un message à Graphic Art, il va pas me répondre aussi. Il doit pas être fan. C'est pas dans ses valeurs. Benjamin Cohn, il m'a répondu. Benjamin Cohn, il s'est abonné à moi une fois sur Twitter. Et du coup, il s'est abonné. Je fais, oh putain, OG, je suis enfin accepté dans le monde. Et j'ai envoyé un message. Il m'avait envoyé un message. Et après, il y a Néolectron qui a fait le tweet où il disait que je copiais les miniatures. C'était mon tweet que j'avais fait. Moi, j'avais fait un tweet à l'époque pour montrer les miniatures que j'avais repris. Et dans une des miniatures, il y a une miniature de Benjamin Cohn. Lui, il a crop mon tweet, il l'a refait, etc. Quand Benjamin Cohn, il a fait ça, il a fait quoi, Melvin? Et là, il m'a unfollow, il m'a plus jamais répondu. Oui. Ah ouais, il m'a blacklisté, il s'est dit, non seulement ils vont des formations, en plus, il fait ça, en plus, il est pote avec. Et c'est pour ça, mon tweet avait un sens. J'ai vraiment des gens, des créateurs qui me parlent pas, et c'est fine. Mais, De toute façon, tu t'en fous. non, mais moi, j'aime bien être pote avec, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas forcément besoin de leur approbation ou d'être pote avec eux pour avancer. Non, mais je disais juste, c'était parce que dans mes réponses dans mon post, il y avait beaucoup de gens, peut-être t'as vu, qui disaient, mais t'as pas de haters, c'est faux, tu mens. Ah non, mais les gars, je crois que faut poster enfin, poster comme vous poste Melvin, vous en aurez beaucoup, vous verrez. Moi, j'en ai un peu, alors que je suis assez soft. Ah ouais. Puis il a été moins vieux que moi. Moi, j'ai une audience. Ouais, je suis encore tout neuf, mais j'en ai eu des haters. Et par contre, j'ai vu que j'avais mes posts LinkedIn qui tombaient sur un subreddit où les gens me traitent de mytho, de scammer, et etc. Enfin, Un post Reddit français? bah, en gros, c'est un channel sur Reddit où ils parlent de gars qui postent sur LinkedIn et qui font du make money. Et du coup, il y avait des posts à moi, des posts à Ramsey, des posts à d'autres personnes de LinkedIn. Et en fait, en plus, c'est trop drôle parce que les mecs, ils prennent un screenshot de ton post, ils détournent complètement le message initial et ils inventent des choses que apparemment, ils connaissent mieux ma vie que moi. Donc, pareil, je les laisse. Moi, ça me fait marrer. Et puis, mais c'est des abonnés qui m'envoient ça, tu vois. Ça me fait doucement rigoler. Merci à eux. C'est vrai que les abonnés, ils sont sympas pour te retrouver les trucs. Moi, le meilleure histoire, je sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est que quand Néolectron, il m'a fait ce tweet où il m'a incendié. Il t'a fait gagner des followers. Non, il m'a fait perdre. Ah, il t'en a fait J'ai perdre. perdu 300 abonnés. 300? Genre, il y a une courbe sur mes stats Twitter où tu vois, ça fait comme ça, parce que ça fait schla. Et après, ça remonte. Mais depuis, sur Twitter, l'algo a changé, je perds des abonnés presque. Ouais, je gagne genre 40 par semaine. Ça a aucun sens. D'ailleurs, cette petite question avant que tu passes à la suite. Sur Twitter, tu vois un réel intérêt par rapport à LinkedIn ou YouTube? Non, Twitter, il y a que des putains de branleurs. Après, c'est cool quand tu fais des tweets, genre, envoyez-moi vos sas et tout, une communauté. Oui, c'est instantané, quoi. Mais pour faire de l'argent et tout, moi, sur le mois passé, j'ai carrément 0 lead, 0 email qui vient de LinkedIn et Twitter, parce que je fais aucun call to action. J'ai arrêté tellement j'envoie sur mes vidéos YouTube, et LinkedIn et Twitter, c'est du fun, quoi. Parce que je me suis rendu compte que YouTube, il y avait que les gens de YouTube qui payaient. Ok. Donc, j'allais pas me faire chier. Donc, mieux vaut qu'un mec de LinkedIn et Twitter aille sur mon YouTube, rentre dans mes fenêtres. Du coup, ton funnel, il est optimisé pour envoyer sur ton YouTube depuis LinkedIn. Non, c'est que quand je fais une nouvelle vidéo, je fais un post LinkedIn. Comme ça, le mec qui me suit, peut-être qu'il tombe sur le post LinkedIn. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, sur le post LinkedIn, tu as
voir profil ou Ah, rendez-vous en dessous de ton timeline. On regardera ça ensemble si tu veux. Et en fait, tu peux récupérer avec les abonnés que tu as sur LinkedIn. Bah, typiquement, c'est le genre de truc que je dis à mes coachés. Mais en gros, faut voir ça comme un funnel. Donc, en fait, même si tu n'as pas de call to action sur ton post, et que c'est quand même bien de faire un call to action, un call to conversation pour augmenter le reach sur ton post, mais tu as quand même le CTA de base quand tu es en premium où tu peux dire moi je suis pas premium. redirige en gros sur ton profil, voir le profil, ou prends rendez-vous, ou va sur mon lien externe. Je veux dire ça, moi c'est ce que je fais. Et en fait, les gens, même si je fais pas de trucs agressifs en post, j'ai beaucoup de vues de profil, ça convertit très 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 bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais pas quel type de personnes, pourquoi ils veulent se connecter. Genre, ils vont cliquer sur suivre, ils vont sur plus, se connecter, et moi je me retrouve avec 1300 demandes d'amis. Ouais, mais c'est bien de le laisser grossir. C'est bien. D'accepter et demander? Ouais. Ouais, j'accepte maintenant. Enfin, j'ai un assistant. Parce qu'en fait, ça auto-follow de base. Ouais, j'ai dit mais pourquoi en fait, les gens ils veulent se connecter à moi. Je pense que ils veulent juste aussi augmenter leur contact de niveau 1 pour avoir en fait aussi plus de C'est ça. Tu penses que quand j'accepte quelqu'un, je lui offre plus de visibilité? Bah, tu interagis par exemple, toi, tu interagis avec quelqu'un, vu que ton cercle est très gros en termes de followers et d'abonnés. Tu fais une interaction sur LinkedIn, tout ce que tu vas faire peut tomber dans le feed des gens. Et inverse, dans ton réseau, tu as des gens qui voient en fait qui t'a commenté, qui t'a liké, qui t'a repartagé. Donc en fait, c'est aussi pour ça que LinkedIn, c'est intéressant d'avoir pas que des followers, mais aussi des demandes d'amis, des ajouts. Et en plus, l'avantage pour toi, c'est que tu peux faire du setting sur LinkedIn. Si tu acceptes les gens, tu peux leur... Ouais, ça j'ai fait. Justement, mon setter que j'ai formé, il a fait ça. Bon, alors c'est pas fameux pour l'instant. Et après, il a fait des posts lui. Et ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il postait, il prenait mon compte pour s'auto-répondre. Et genre son nouveau compte, genre chaque post, il faisait automatiquement 50 likes, 100 likes, alors il était nouveau. Et genre vraiment, il a fait affiner ça. Il a raison. Mais du coup, setting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est un terme que nous on connaît, mais en gros, c'est de rentrer en interaction avec les gens de manière à ce qu'il y ait une conversion, soit qu'ils achètent quelque chose, soit qu'ils aillent prendre un rendez-vous. Le setting, c'est setter la personne, définir si elle correspond ou pas à ton besoin. Ça fait partie du flow. Ouais, Au final, le but premier, c'est quoi? C'est d'avoir un rendez-vous à la fin si tu vends de l'étiquette, ou aller sur ton site de formation s'il a besoin. Mais c'est ça le terme setting, c'est d'aller en DM, en direct message pour interagir avec la personne. Si tu fais des ads, d'aller contacter le prospect avant que un gars prenne l'appel pour définir si il vaut, si ça sert à quelque chose de l'appeler en lui posant les questions de base. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Ça préqualifie. Parce que le mot setting, c'est ça, c'est set. Oui, définir. Mais maintenant, on l'utilise aussi juste pour faire du call. En fait, ce que tu dis, c'est le call DM. Call DM qui te permet de setter, pour définir si le mec est intéressant. S'il est intéressant, le permet de... Exactement, c'est tout ce parcours-là. Bah, c'est pour ça que maintenant, c'est englobé dans le setting. Mais les termes changent tout le temps. C'est qu'à l'époque, quand je me suis lancé, il n'y avait pas un seul techno sur Internet qui parlait de ce mot. Hein. C'est c'est devenu à la mode. Donc, on parlait de LinkedIn. Tu t'es lancé sur LinkedIn. Donc ça, on a déjà expliqué pourquoi tu t'es lancé sur LinkedIn. Pour Coding Pro à la base, donc je parlais beaucoup de React. Je m'en rappelle, et c'est pour ça que je t'ai vu, etc. Je me disais, qui c'est enfoiré qui parle de... Que moi qui ai le droit de parler de React. J'ai mis le veto là-dessus sur le LinkedIn France. Tout le monde le sait. Le mec, il arrive. Quel malheur tu as vu quand tu t'es lancé? Oh bah très vite. En fait, déjà que j'avais une bonne traction de base, que j'avais pas de problème à me vendre, parce qu'en fait, j'avais quand même un profil qui était attrayant pour un freelance. Mais le fait de parler vraiment de ce que je faisais, de montrer que tu es compétent en plus dans la spécialité que tu fais, que tu vends pour tes clients, donc tu es crédible. Et en plus de ça, tu envoies de la valeur aux gens gratuitement. Les mecs, ils te prennent pour beaucoup plus fort que ce que tu n'es à la base. Tu as une valeur perçue extrêmement élevée. En fait, c'est ça le but. C'est d'augmenter ta valeur perçue de manière à ce que les gens ils aient envie soit de prendre ta formation, soit de te recommander à son réseau pour travailler. Mettons plus, et ça c'est un truc que je dis beaucoup, si vous êtes crédible sur les réseaux, moi je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je vous l'apprends, et il y a plein de gens que j'aide qui le voient en fait les résultats très, très vite, c'est que si tu as quelque chose de qualitatif en termes de contenu sur LinkedIn, tu es beaucoup plus crédible, et donc les gens qui sont dans ton réseau niveau 1 vont te recommander à leurs clients pour travailler avec toi, parce qu'en fait ils estiment que tu as une valeur perçue super élevée. Mais le plus puissant là-dedans, c'est que quand tu contactes des gens, les gens vont dire oui, la création de contenu ça va mettre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Bah, si t'es pas prêt de faire ça, bah écoute mec, t'arriveras jamais à rien dans ta vie dans tous les cas. Investis là-dedans, parce que quand tu vas contacter les gens en DM, les mecs, ils vont faire le premier truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder ton profil. S'ils voient ton profil, et par exemple vous êtes deux gars à avoir DM ce type-là,
il y a le même toi qui fait pas de création de contenu et il y a le toi qui fait de la création de contenu qui est en plus qualitative et il y a des interactions avec des gens qui sont connus, bah, la crédibilité, c'est x10 sur celui qui fait de la création de contenu, tu vois. Donc, en fait, tu passes les barrières et même en entretien, les gens vont pas te dire, est-ce que tu sais faire ci, est-ce que tu sais faire ça? Bah non, tu sais très bien, en fait. Le gars, il le montre tous les jours. Ouais, je suis d'accord. Et le nombre d'abonnés aussi, je pensais à ça. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé sur Twitter, par exemple, voir un mec avec 5000 abonnés, pour moi, c'était un OG, tu vois. Le mec parle de dev, et en plus, il a 5000 abonnés, c'est sûrement qu'il doit être né de Dieu lui-même, et que il doit sûrement réussir à tout faire. Sérieux. Et on a toujours, c'est dur, pour des gens qui sont pas là-dedans, d'avoir le recul de comprendre les chiffres, tu vois. Quand tu vois un mec sur Twitter, sur LinkedIn aussi, tu vois, avoir un énorme compte sur LinkedIn, c'est 100 000 abonnés, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Avoir un gros compte, c'est dans les 15, 20, 25 000, c'est déjà un très gros compte sur LinkedIn, sur l'échelle du truc. Et même un mec à 5 000 abonnés, il a déjà un gros compte. Un très gros Bah, c'est surtout qu'en fait, la visibilité par rapport à ce que ça peut t'apporter, en fait, c'est énorme, même à 5000 abonnés. Mais le biais des gens, voir que tu as des abonnés, Le biais, il suffit de justifier tes compétences. exactement, il y a ça. Mais réellement, même derrière, t'as tellement beaucoup plus d'opportunités qui t'arrivent, en fait, aussi. Toi, tu penses, qu'est-ce que tu peux choisir? Tu peux choisir un diplôme bac, non, un master Ouais. en dev. Ce que j'ai, quoi, ou quoi. Ouais, t'as 20 ans, là. Non, t'as fini quand ton master? 23 ans? Je l'ai fini à 23, ouais. Donc, t'as un master en dev, Ouais. ou t'as mon compte LinkedIn avec 20 000 abonnés pour te lancer. Bah, le compte LinkedIn. Mais en fait, ce que je dis aux gens, c'est que aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait des études. Je me serais directement concentré sur quelque chose. Parce qu'en fait, à l'école, j'ai pas forcément appris euh, ma discipline, tu vois. J'ai pas appris à être un bon dev. J'ai appris à apprendre. Voilà. Mais comme je suis curieux de base et en fait, je sais que je suis arrivé à ce niveau-là. Le seul truc aujourd'hui, le seul levier, et pour moi, pour réussir à faire du cash, peu importe le métier que tu fais, peu importe l'aspect, etc., c'est de savoir networker. En fait, tout ce qui est soft skills est plus important pour moi que la technique. Parce que la technique, ça prend sur le tas. Et le plus important aujourd'hui, c'est pas de savoir être le meilleur dev. Le meilleur dev, il est dans sa grotte, personne ne le connaît, personne ne va lui proposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est l'opportunité, en fait, qui est plus important et de rentrer dans la boîte. Et si tu es assez intelligent pour avoir ces soft skills-là et développer ton network, avoir des opportunités, tu seras suffisamment intelligent aussi pour te foutre sur un sujet client et le poncer jusqu'à devenir un expert dans ce que tu fais, quoi. Et pour moi, t'as pas besoin d'avoir un QI énorme pour pouvoir faire du dev qualitatif. Tu peux poncer des bonnes ressources et tryhard pendant plusieurs jours, semaines, un sujet pour commencer à savoir déjà plus que 90% sur le sujet. Ouais, c'est vrai. Apprendre à apprendre, j'ai fait cette vidéo-là. T'as vu passer. Apprendre à apprendre, ouais, je crois que j'ai vu. J'ai fait une vidéo où je dis la seule compétence que t'as besoin d'avoir, c'est devenir un putain de... Et moi, c'est la compétence la plus cheatée que j'ai développée. La Je curiosité. développe la curiosité à apprendre. C'est tout. Parce que quand je me suis lancé la première fois, premier lancement de formation que j'ai fait, hein, Begin React, avec 1000 emails, j'ai fait 10 000 euros. Ouais. Comment j'ai fait 10 000 euros? Tu préfères avoir 5 000 euros ou 5 à 10 000 euros, enfin, 5 000 euros en banque ou 5 000 abonnés? Moi, je dis ça largement. Mais pour avoir réussi à faire 10K, c'est pendant 2 semaines, j'ai lu des livres sur le marketing comme un putain de psychopathe. Et du coup, j'ai appris en 2 semaines à vendre un truc, alors que de base, j'étais en mode, mes mails, c'était, hello, alors si tu veux, j'ai créé quelque chose, ça pourrait t'intéresser. Bah voilà, tu peux cliquer ici, hein. Il y avait conversion zéro. C'est cool. Alors, il y avait une conversion parce qu'il y a des gens qui kiffent et qui t'achètent un truc dans le doute. Mais j'aurais pas fait 100 ventes avec une audience de 1000 abonnés email Non, ouais. à 10% de gens qui achètent le truc si j'avais pas. Donc, Surtout que ce que tu dis, c'est super intéressant. Si vous savez pas quoi faire, il y a rien de compliqué sur Internet. Maintenant, on a accès on peut aller envoyer des messages à des gens qui sont inaccessibles à la base. Tu vas voir le gars qui fait ce que tu veux faire. Tu lui dis, OK, quelle est la ressource que je dois absolument consommer aujourd'hui pour arriver à mon objectif de demain. Il va te dire, bah, le chemin le plus rapide, c'est de t'acheter ce bouquin-là, de te poncer et d'appliquer à la lettre ce que le truc il dit. Et en fait, tu vas déjà être direct dans le top 10% des gens. Et c'est pour ça que
networker avec des gens qui sont pareils ou au-dessus de toi dans le business, ça te fait accélérer, mais 10 fois plus vite que d'être tout seul. C'est ça que c'est une compétence de réussir à DM des gens et avoir ce recul de te dire, bon, bah voilà, soit il me dit non, soit il s'en bat les couilles et bah, c'est la vie, et oser DM. Mais il y en a un qui m'a fait ça sur Insta. Sur Insta, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et il y a des gens qui me DM des fois. Et le mec avait de la chance, là, parce que pendant les 5 derniers jours, j'étais ultra fatigué et tout. Je faisais rien le soir. Et le mec me DM à ce moment, il dit, viens, on s'appelle. J'ai envie de parler avec toi et tout. Je suis en mode, ok, du coup. Go. Alors que généralement, quand je suis à Bali, c'est presque impossible quand je suis en Asie, parce que le décalage horaire, c'est géant le soir, etc. Et là, je me faisais chier. Et je me suis dit, putain, le mec m'a DM, je l'ai appelé, et pendant 20 minutes, on était en call. Alors j'étais assez froid, parce que j'étais fatigué, et j'étais en mode, bon, bah, c'est quoi tes questions? Je suis pas là, ok, c'est super. Mais quand même, tu te dis, c'est possible, tu vois. Et souvent, Ouais. t'as peur de venir DM le mec sur Insta, de te dire, bah voilà, est-ce que... Moi, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails et qui me posent des questions. Et quand je leur réponds, ils font putain, je suis étonné que tu réponds. Bah, pour moi, ça me paraît normal. Tu me poses une question, je te réponds, tu vois. Mais apparemment, pas tout le monde le fait. Mais si vous ne le faites pas, c'est sûr que vous n'aurez pas de réponse. Ouais, voilà. Dans l'idée, c'est Et réussir à oser, mais moi, j'ose pas assez de me dire, des fois, tu vois un gars, tu te dis, voilà, il peut me donner de l'aide, il peut m'offrir de l'aide. Ça offre un... Moi, je connaissais un gars, il m'avait impressionné là-dessus. Sa vie dépendait de cette compétence-là, tu vois. Il avait créé sa vie autour des gens qu'il avait DM au hasard et tout. Même un dev qui veut faire des SaaS, il pourrait DM plein de gens qui parlent de ça et montrer sa motivation et tout. Il y a plein de mecs qui cherchent des devs pour faire des SaaS et il y en a aucun qui est assez... Si toi, t'es vraiment déter, et etc., t'as moyen de trouver un associé. Comment trouver un associé? Je sais pas, geek comme un furieux tous les ouais, jours. DM tous les gens qui t'impressionnent et tout. Romain ses réseaux en postant son SaaS c'est une short. Ah oui. La deuxième opportunité de SaaS qu'il a eu à faire et qui fonctionne bien, c'est un mec qui est dans le business, qui cherchait un dev qui a déjà fait un SaaS qui marche. Et ouais, putain, les effets. Et donc, du coup, il s'est créé cette opportunité de SaaS avec un gars qui avait déjà une bonne opportunité business parce qu'il a fait de la création de contenu du building public sur son premier projet. Donc, en fait, si t'es visible, ça va forcément te ramener beaucoup plus d'opportunités. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est le petit conseil que je donne. Alors, je le donne à toutes les personnes qui m'écoutent parfois. Il y a beaucoup de potes. Je suis retourné en Suisse là 4 jours et j'ai revu 2-3 potes. Et il y en a certains, ils sont en mode. J'ai beaucoup de potes que j'ai rencontrés quand je voulu me lancer en même temps, notamment deux. Et moi qui, en 6 mois, j'ai quitté la Suisse et tout, ils m'ont plus vu et j'étais en mode allez, c'est ciao. Et eux qui sont toujours là et qui font leur truc, etc. Et quand ils me parlent, ils sont en mode bah, j'ai fait ça, etc. Et puis moi, le conseil que je leur donne tout le temps, systématiquement, c'est bon, je peux pas juger ton idée à la con si c'est un truc bien ou pas. C'est pas moi le marché. Je peux donner mon avis, mais va sur LinkedIn et poste un fucking post tous les jours. Et tu vas voir que déjà tu vas apprendre à écrire. Et puis tu sais pas pourquoi, un jour il y a un connard qui va t'envoyer un DM et ça va être ton futur associé. Chaque fois je leur dis, parle de ton idée, parle de ce que tu fais, écris des posts à la con comme je fais. Écris des posts sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que il y a plus de probabilité que tu trouves un associé ou quelqu'un là-dessus. C'est facile de reach. T'as que des businessmen, des gens qui ont des sociétés qui Il y travaillent. a plein de touristes, mais Non, t'as plein de touristes. Mais en ratio, les gens qui sont sur LinkedIn, soit c'est des gens qui sont dans une niche en particulier, genre sur la tech, qui a quasiment tout le monde, qui ont des startups, qui sont soit salariés ou qui font du freelancing ou du soloprenariat. Tu vois, ouais. tout le monde. Et en plus, c'est des profils plus qualifiés qui ont normalement plus d'argent que si tu vas sur Twitter. T'as un peu des mecs un peu random. Ouais, puis c'est plus dur de reach, etc. Après, ça se fait aussi, mais même si tu fais Twitter, en fait, bon, bah, écoute, même si tu fais YouTube, juste, En vrai, oui. c'est le mouvement. Moi, je ça. dis souvent, mets-toi en mouvement. Et quand tu fais ton idée dans ta chambre, tu te mets un peu en mouvement, mais tu te mets pas en danger. Il faut se mettre en mouvement et en danger. Parce que quand tu publies, Identité. voilà, faut un shift. Et tous mes potes que je leur ai dit ça, ils ont jamais fait ça. Enfin, ils ont peut-être posté 1-2 fois. Les gens, et moi, ça, c'est une autre compétence que je dis. On verra comment Yanis par rapport à ce que je lui ai dit. Mais, moi, C'est la résilience, c'est ça que tu voulais lui dire, c'est de tenir sur la durée, c'est quoi? Non, c'est que moi, je vais partager mes avis par rapport à tout ce que j'ai vu, etc., mon Oui. opinion. Et moi, j'ai rencontré 2 types de personnes, et moi, je sais quel type de personne je suis. Mais pour l'exemple, il y a beaucoup de gens, en allant à Bali, à Dubaï et tout, t'as plein de conseils, de gens qui te parlent de trucs, à quoi faire, etc. Et moi, je suis un putain de malade mental. Tu me dis un truc qui me parle. Genre là, tu m'as parlé de ton call to action LinkedIn. Bon, je crois que je dois payer.
Mais si j'avais pas besoin de prendre LinkedIn Premium, l'heure après, là, je vais me poser sur le bureau et je vais regarder comment ça marche. Je suis un peu pareil que toi. Parce que je me dis, il faut que Moi, j'applique. je suis en mode tryhard. Et si on me dit un truc, j'ai envie d'appliquer. Et il y a plein de gens, la majorité des gens qui échouent, tu leur dis n'importe quoi, tu sais qu'ils l'auront pas fait. Et ça va passer à la trappe en plus s'ils ne retiennent pas. Ouais, ou même s'ils l'ont retenu, ils se disent, bon, voilà. Mais, enfin, si un mec qui me dit, alors, s'il dit un truc qui paraît pas pertinent et quand il te le dit, tu dis, ouais, bon, t'es genre post sur TikTok, etc. Tu vas dire, oh, non, c'est pas mon truc. Mais si tu le trouves pertinent, applique-le le plus vite possible. Et puis moi, quand je dis ça à ses potes, je suis en mode, le lendemain, si tu avais une chance de réussir, alors peut-être qu'ils ont une chance de réussir et qu'ils sont pas encore prêts, et qu'il leur faudra du temps, mais si tu avais une chance de réussir, le lendemain, tu m'aurais tagué dans un post pour me dire, ah, maintenant je vais poster tous les jours, c'est Melvin qui m'a dit, et puis moi je t'aurais répondu, et Ouais. le lendemain, et même pas dans 3 jours, si dans 3 jours, c'est déjà que t'es éliminé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment cheaté. Poster du contenu, c'est le mouvement. Moi, je dis souvent comment j'ai réussi. Je me suis toujours mis en mouvement. Tu fais toujours des trucs différents. Tu pars toujours dans un mouvement ciblé. Parce que Yanis, il part en mouvement de manière... Il fait plusieurs trucs en même temps. En fait, il a une strat qui peut fonctionner, mais qui est plus dur à mettre en place. C'est de travailler sur plusieurs aspects différents, plusieurs business différents. Et moi, justement, je suis plus en phase là, en ce moment où j'ai tellement fait ça, que je recentre et je catalyse tout sur une seule chose. Tiens, c'est le graphe. Regarde, qu'on voit. Ça, c'est Yanis qui essaie d'aller à l'or. Mais il fait plein de choses différentes. Alors que si tu te mets en mouvement toujours dans le même sens, t'arrives T'as plus de chances. Après, il faut viser dans le bon sens, quoi. Après, il a des chances après d'aller un petit peu là. Ouais, en fait, et de dupliquer ces trucs. Mais c'est intéressant. Je connais une autre personne qui a fait cette technique-là et ça lui a permis d'identifier le business sur lequel il allait se focus plus. Ah, puis après, il s'est focus sur celui-là, qui lui a permis d'arriver. Ouais, parce que Yanis est encore dans cette phase-là. Ouais, après, voilà, après, il y a pas de, chaque chose arrive en son temps, il n'y a pas de mal à prendre. Ah oui, non, mais il a raison. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai zappé un truc important. LinkedIn, valeur ajoutée. Là, c'est tout. Je me rappelle plus. Ok, on va passer au sujet intéressant, c'est que après notre appel, tu veux te lancer dans ton truc de freelance et du coup, tu consommes du contenu jusqu'à tomber sur quelque chose qui a changé ta trajectoire. En fait, ouais, je savais pourquoi, en fait, Coding Crew, j'avais pas réussi à le faire marcher comme je voulais. Et que dans tous les cas, même si je faisais les efforts aujourd'hui, l'inertie aurait été trop importante pour que ça fonctionne. Donc je me suis dit, ok, bah là, je vais regarder, je vais sonder si déjà il y a un besoin, il y a quelque chose à faire sur... parle de ton expérience en tant que freelance pour aider les gens à se lancer. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens veulent? Donc ça m'est resté en tête, ce que tu m'avais dit. Ah ouais, c'est vrai que je t'ai dit ça. Ouais, tu m'avais dit, mec, ça fait 10 ans que t'es freelance. Et il y a des gens qui... Moi, tu m'as dit, dans ma communauté, j'ai plein de gens qui veulent devenir freelance comme toi. Oui, tu m'avais dit, je rêverais d'avoir le palmarès que tu as aujourd'hui. Tu m'avais dit ça, je me rappelle. Parce que sinon, je ferais direct ça. Tu m'as dit ça. Et du coup, moi, ça m'a travaillé. Parce que moi aussi, chez Coding Crew, j'avais des gens qui me posaient des questions sur le freelancing. Donc, en fait, je me suis dit, putain, je suis con, en fait. Genre, je pourrais faire ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai pas fait comme d'habitude. J'ai dit, OK, j'ai une piste. Donc, c'est une hypothèse. Je dois la valider. Donc, j'ai fait un post sur LinkedIn. J'ai dit, bon, les gars, les posts sur React, je mets de côté pour le moment. Je fais un focus sur vous aider à passer en freelance. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous offre? Je vous offre un créneau de 30 minutes gratuit avec moi pendant 2 jours. Vous pouvez booker le calendrier. Et en 10 minutes, j'ai eu 40 appels, quoi. Putain. 10 minutes. Enfin, 10 minutes, non. J'ai eu 10 appels les premières minutes. Et après, en 2-3 heures, j'avais mon calendrier des 2 jours qui était plein. Et là, je me suis dit, OK. Donc déjà, les gens, ils veulent prendre un appel avec moi. Donc c'est que j'ai de la légitimité sur ce sujet. Un appel. J'avais préparé en fait un espèce de questionnaire, quelques questions pas énormes, mais pour identifier vraiment quels étaient les pain points des gens et de voir réellement en fait c'est quoi leur situation désirée, c'est quoi qui fait qu'en fait aujourd'hui ils peuvent pas y arriver et c'est quoi leur contexte. Et en fait après j'avais 50, 60 sur la semaine que j'ai fait ensuite là j'avais 50, 60 soumissions à ce formulaire là et j'ai vu qu'en fait il y avait des patterns. C'est genre les gens en fait ne veulent pas être freelance forcément pour gagner plus d'argent. Donc ça, c'est un effet secondaire. La plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent être indépendants, libres, ou se sentir indépendants et libres, même si c'est pas forcément le cas. Donc, par exemple, voir plus leurs enfants, travailler de chez eux, liberté géographique, c'est plus ça que gagner plus d'argent. Et donc là, ça m'a fait prendre conscience que les gens n'arrivaient pas en fait à trouver une mission de par leur crédibilité. Leur valeur perçue était tellement basse
Et leur valeur réelle aussi, des fois, elle était à 0 parce qu'en fait, le gars, il était en reconversion, il n'avait jamais eu d'expérience. Donc, c'est comment leur permettre à eux d'avoir des opportunités et de faire leurs preuves parce que ce sont des gens qui vont tryhard le sujet parce qu'ils ont tellement faim en fait, d'y arriver qu'ils vont y arriver, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à construire mon produit. Et là, je suis tombé sur le feed et les vidéos YouTube de Mathis Clouet qui fait de l'accompagnement pour aider les gens à scaler normalement de 10 à 50K, voire 100K par mois. Et moi, en fait, j'avais cette idée de business-là. Et quand je suis allé sur ces vidéos YouTube, en fait, il expliquait tous les concepts de base de Alex Hormozy, en fait, parce qu'il est vraiment à cette école-là. C'est comment créer une offre, comment faire en sorte qu'elle soit irrésistible au point que les gens, en fait, soient bêtes de refuser, comment bien optimiser les funnels, comment après structurer mes process pour mes premiers clients, et donc même apprendre à closer, à vendre, à convertir pendant un appel, et pour vendre en fait une prestation qui vaut plusieurs milliers d'euros. Et donc au début, j'ai sélectionné des gens pour faire gratuitement et structurer mon contenu. Donc j'ai pris 3-4 personnes gratuites, et après ils me payent maintenant après coup. Donc ces personnes-là, au début, je leur ai dit je t'aide gratuitement, mais je construis en même temps. Pour le moment, ça ne coûte rien, et on verra après pour le paiement. Donc j'ai construit là-dessus. Donc après, quand j'ai vu que ça marchait pour eux, parce que j'ai construit avec eux, j'ai dit ok, je commence à vendre, ça m'a débloqué un truc. Là, tu avais déjà Mathis. Et j'avais déjà Mathis, ouais. En fait, Mathis m'a aidé à structurer, en fait, surtout l'idée que j'avais, à la mettre sur papier de manière à ce que ça soit quelque chose qui convertisse le plus efficacement possible. Je voulais pas perdre de temps. Sachant que j'avais que le soir et les week-ends et un jour par semaine pour travailler sur mon business. Donc en fait, il fallait que ça soit efficace. Et quel point il t'a aidé? Bah, il m'a aidé au point que là, aujourd'hui, j'ai envie, quoi, de cette activité. Donc, t'as fait un raccourci, tu te dis, t'aurais pu le faire tout seul, juste ça t'aurait pris plus de... Ah ouais, en fait, je sais que j'aurais pu le faire en un an. Là, le premier mois, en fait, j'ai fait ma première vente. J'avais fait 1250, la première vente. 150 pour faire un coaching de 3 mois, c'était pas énorme. Et après, j'ai augmenté mes prix au fur et à mesure. Et en fait, j'ai suivi à la lettre, en fait, ce qu'il me disait. Et j'ai lu aussi les bouquins d'Hormozy. Je me suis intéressé au marketing. Et du coup, je me suis formé là-dessus, sur surtout création d'offres, structuration d'agences et conversion. Et en fait, moi, là, tu vois, genre en décembre, en un mois et une semaine, sachant que je venais de lâcher le freelancing, ma grosse problématique, c'était je peux pas me permettre de repasser à 0 euros facturé, sachant que j'avais une base moyenne de 13 000. Enfin minimum de 13 000, et je pouvais facturer aussi d'autres clients en parallèle, donc je pouvais monter à 15, 20K par mois. Donc là, passer à 0, c'était juste pas possible. Donc il fallait que mon business fonctionne. Donc quand je l'ai lâché, j'ai quand même réussi en un mois et une semaine à faire 19 000. Tu vois. Donc là maintenant, le but, c'est d'arriver à faire au moins la même chose en janvier et après augmenter. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est sur 2025 faire 30 à 50 000 par mois, tu vois. Tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coûts, quoi. T'as pas d'app, on fait quand même pas un de peu closer pour l'instant. Si tu veux faire 30-50K de CA, tu vas facilement dépenser 15 à 25% si on compte les ads. Au moins 20% parce que, en fait, là, je délègue, par exemple, une partie de mon accompagnement pour, en fait, avoir mon temps, en fait, qui soit pas... Ah oui, sinon t'es niqué. En fait, ouais, c'est horrible. Plus tu fais rentrer de gens, plus ton temps, en fait, il part en fumée. Et donc, le but, là, c'est de faire des choses, en fait, qui me permettent aux gens, en fait, de m'avoir directement parce qu'ils viennent pour moi, tu vois, mais sans que mon temps, il explose. Donc, le but, c'est de m'entourer de gens qui font exactement la même chose que moi et qui ont des résultats avec les mêmes techniques que les miennes. Donc, du coup, je délègue une partie des appels à cette personne-là, tu vois. Donc, là, bah, typiquement, c'est Yanis. Donc, il me prend 20%. 20% par closing. Et lui, il fait tout en fait, il fait les appels individuels. Moi, je fais tous les appels de groupe et je fais aussi certains appels individuels quand il y a besoin d'un extra et que la personne, elle n'arrive pas à aller aussi vite qu'elle voudrait avec juste le cadre qu'on a mis en place avec Yanis. Donc, en fait, ça rajoute aussi de la valeur perçue à mon offre parce qu'en fait, il se retrouve avec non pas seulement que moi, mais avec une autre personne qui fait pareil que moi et qui fait aussi du cash sur d'autres sujets que moi, mais avec les mêmes techniques que moi, tu vois. Donc, en fait, le gars, il a... C'est vrai qu'Yanis, c'est pas mal là-dessus. Mais du coup, ça fait que... Mais par contre, ça me réduit. Si tu veux scale, il va falloir prendre 10% en plus pour des closers, etc. Ouais, parce qu'en fait, si je voulais vraiment que ça soit en autopilote, il me faudrait effectivement quelqu'un qui fasse les appels de découverte. Moi, c'est moi qui fais les appels. Si tu prends rendez-vous avec moi, bah, c'est moi que t'as. Et si ça correspond à ce que tu veux faire, bah, je te propose d'offres et là, je peux te vendre. Mais le but, c'est à la terme. Encore à l'aise avec la vente.
Ouais, non, moi, la vente, c'est le. En fait, Mais là, si ça te correspond, peut-être que Ouais. je serais d'accord de te En fait- proposer l'offre. exactement. Et en fait, ça, c'est, je pense, l'axe sur lequel je dois m'améliorer, c'est encore la vente. Et je pense que en fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand t'as tes stats, tu sais que tu arrives à faire tant d'argent parce que tu as tant de personnes qui rentrent dans ton funnel, tant de personnes que tu arrives à convertir. Tu le sais, en fait, si tu augmentes x2 ton taux de conversion, tu Ah oui. x2 en chiffres. Donc, en fait, moi, je sais que rien que sur le fait d'être meilleur en vente et d'avoir des process plus carrés et d'être moins gentil dans le sens, je laisse les gens réfléchir et y revenir plus tard, je peux faire x2, tu vois. Mais je n'ai pas envie de faire trop le charreau. Je veux vraiment aider les gens. Et pour le moment, ça me permet sans trop, enfin, même si c'est les gens qui me demandent, en fait, de vivre. Ouais, bah oui, mais c'est sûr, je dis, ton objectif, c'est de scale à 30-50K. Donc, ça, c'est un levier easy à monter, en fait. Bah oui, après, tu as une équipe, dans les business à la Mathis Clouet, typique de Mathis, c'est tu vas payer un setter, puis un closer, donc il y a 5%, puis ensuite 10%, et ensuite tu vas payer un coach pour faire les appels individuels. Lui, généralement, il va prendre. Lui, c'est 10 à 15% qui prend, ouais. Normalement, moi, je vais payer 20 parce que Yanis, je le voulais absolument. Donc 10%. Et après, quand tu vas vouloir faire rentrer beaucoup plus de leads, tu vas facilement avoir 10% à 20% de ton CA en ads. Mais après, le levier ads, il est assez hallucinant. Après, ouais, là, tu peux vraiment scale. Ouais, tu peux skyrocket ton business. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport au strat d'ads, mais ça, j'en parlerai aussi sur une autre vidéo avec Florent qui est spécialisé là-dedans. Mais en gros, ça m'enlève le contenu. Non, mais j'en parle avec toi déjà. Mais en fait, avec lui, il pourra aller plus en profondeur que moi sur le sujet. Mais en fait, ce qui est stylé, c'est que là, déjà en organique, juste avec LinkedIn et YouTube, sachant que YouTube, on n'en a pas encore parlé, mais moi, ça m'a encore plus renforcé ma crédibilité, tu vois. Donc, c'est plus facile parce que les gens, ils me connaissent avant d'arriver en appel. Et du coup, j'ai même pas besoin de vendre. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les ads, il y a un moyen, en fait, d'utiliser ce levier-là sans que ça te coûte de l'argent et que ça coule à flot et que t'aies aucun retour sur investissement. On va dire au niveau de l'acquisition. Tu peux vendre un produit très low ticket. Ah oui, ok. Pour absorber déjà le coût par 1000 et le coût par clic de tes ads. Et après, ils rentrent dans ton funnel, ils ont déjà consommé un produit de qualité dont ils sont contents, ils ont envie de te faire confiance sur la suite. Je voulais préciser ça, mais... Ouais, c'est bon. Du coup, comment tu comptes scale? Tu vois, on a tout répondu. Ouais, on répond à toutes mes réflexions sans avoir besoin de les dire. Comment je compte scale? Non, mais on a dit. Avec les... Ok. Parce que j'ai rien oublié en plus. Si, je compte scale aussi en faisant plus de contenu. C'est un autre levier. Ouais. Bah oui, clairement, putain, c'est chiant ce truc. Maintenant, tu parlais de YouTube, donc c'est bien, on va parler de YouTube. YouTube qui est aussi pour moi la meilleure plateforme pour faire du contenu, tout le monde est content et tous les gens à qui je dis de faire du YouTube se rendent compte que après le reste, ça devient presque un détail, quoi. Exactement. C'est presque pour s'amuser, comme moi maintenant, LinkedIn et Twitter. J'aime bien continuer à faire des posts parce que je veux rester top of mind, mais c'est beaucoup plus pour le fait de me dire que le gars, quand il me voit sur YouTube, il me verra aussi sur LinkedIn et il me verra aussi sur Twitter. Comme ça, je reste top of mind partout et je préfère ça que juste être là sur YouTube. C'est super intéressant ce que dit rester et être top of mind. C'est ce que moi j'enseigne aux gens, c'est putain, quand vous faites du contenu et en plus qui est qualitatif, les gens ils vous voient tous les jours, donc c'est comme si vous me payiez de la pub mais c'est gratuit. Si tu fais le calcul, tu vois en fait à combien tu peux ne pas dépenser et en fait combien tu devrais dépenser en fait pour avoir la même visibilité sur LinkedIn. Mais en plus les gens quand ils vont parler d'un sujet sur lequel tu postes tous les jours, bah, ils vont penser à toi dès le début. C'est ça qui est puissant. C'est ça que tu veux toi. Quand les gens parlent de React ou de Next, tu veux qu'on pense à toi. Ouais, voilà, qui me voient partout et c'est pour ça que je fais même des pubs YouTube où je sponsorise. Comme ça, je me dis, si même le gars il regarde une vidéo d'un concurrent, j'ai quand même une chance de vendre sa vidéo. Oui, c'est sûr. C'est trop amusé ça. Ça, je reste toujours là, le mec, il est en train de dire, je vais faire un autre tuto de Melvin, il me saoule. Et je suis quand même là à essayer de le vendre. Et les pubs YouTube, ça marche très bien. Je vais en faire plus cette année. Moi, j'ai YouTube Red, là, donc je les vois pas, mais... Moi aussi, j'ai toujours YouTube. Ah ouais. Depuis que c'est sorti, c'était... Les pubs, maintenant, ça j'en peux plus, mais surtout depuis qu'ils les mettent en plein milieu des vidéos aussi, ça va super. Et puis YouTube Premium, c'est trop bien. YouTube Premium, c'est vraiment le meilleur investissement. Maintenant, ils m'ont scam. Avant, j'avais un truc en Turquie à 1 euro par mois. Maintenant, ils ont bloqué, il faut avoir une carte turque. Putain. Oui, parce qu'ils ont fait le parity pricing. Non, oui, ils ont fait le parity pricing. Maintenant, t'es obligé d'avoir la carte du pays. Donc, tu dois avoir une banque, qui est domiciliée en Turquie pour pouvoir faire le truc. Bon. Donc, c'est quoi ta strat YouTube? Toi, t'as fait beaucoup ta chaîne YouTube. Moi, elle me perturbe un peu. Tu fais pas beaucoup de vidéos non plus. Non, mais je vais accélérer.
fais des longues vidéos, souvent style podcast. Je sais que tu as eu un vrai kiff là-dessus parce que ça te prend pas beaucoup de temps. En fait, je vais expliquer Pastra du début, c'est à la base, mes 2-3 premières vidéos, c'était juste de la tech parce que je voulais faire du pixel perfect. Et en fait, je me suis rendu compte que le positionnement et ce que je voulais faire, c'était plutôt aider les freelances. Donc j'ai pivoté direct. Et donc un des meilleurs moyens pour moi de générer du trafic, sachant que j'avais qu'un jour par semaine, c'était de travailler sur le networking, gagner en crédibilité avec par le biais de l'association avec d'autres personnes qui sont aussi connues dans le milieu, d'échanger sur des problématiques et des thématiques que des freelances ont, et en fait leur donner de la valeur par le biais d'un podcast. Donc le podcast, l'avantage, c'est que t'as pas forcément besoin de le préparer à l'avance, ça te coûte juste le temps de l'enregistrement. Et avec Riverside, qu'on est en train d'utiliser, ça te permet de générer des shorts et des formats vidéo, des transcripts pour après faire tes descriptions et tes petites vidéos YouTube avec l'IA super rapidement. Tu vois. Donc ça me faisait gagner du temps. Ce qu'il y a sur YouTube aujourd'hui, c'est parce que justement j'avais pas le temps. Du coup, c'est quoi ta prochaine stratégie? La prochaine stratégie là, c'est de documenter à la fois ce que je fais pour mon agence, mais tout en donnant toutes les strates possibles pour que les freelances puissent trouver du taf. Donc ça c'est mon main goal. C'est que les gens qui veulent consommer mon contenu gratuitement, ils peuvent. Ceux qui ont besoin d'aller plus loin, ils iront sur mon accompagnement. Mais là, en gros, la strat que je suis en train de mettre en place, c'est que je suis en train de créer un school gratuit où il va y avoir un module complet pour trouver tes premiers clients. Et ensuite, je vais rediriger tout sur School. Donc, tout ce que je fais sur LinkedIn, ça va rediriger vers School. Strat YouTube, tu avais pas beaucoup de temps, donc tu as fait des podcasts, etc. Mais maintenant, tu comptes faire des vidéos plus longues. Ouais, c'est ça. Enfin, non, des vidéos comme tu as fait là il y a pas longtemps, ma stratégie de prospection sur LinkedIn. Exactement. En gros, la strat YouTube ultime quand tu veux percer et pas forcément avoir des abonnés, mais des prospects qualifiés, vraiment des gens qui sont prêts à acheter ce que tu veux vendre. C'est de donner un maximum de valeur dans tes vidéos et donc de faire des vidéos en format value asset, ils appellent ça. C'est que tu fais des formats où tu expliques des choses avec des schémas, des cas concrets et tu donnes le plus de valeur possible. Et après, tu les rediriges pendant la vidéo sur un canal qui t'intéresse. Donc moi, aujourd'hui, ça va être le school. Je vais avoir une strat basée. Et ça, c'est le concept de value asset. C'est vraiment le truc de Mathis, hein. Ouais, mais en fait, c'est pas forcément de lui, mais c'est des Américains, en fait, qui font ça. Ouais, oui, aussi le mec de Dubaï. Là. Exactement. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. En fait, t'as typiquement, on parlait il y a pas de corrélation entre nombre d'abonnés et revenus. Il y a des mecs sur, par exemple, The Ecosystem qui ont pas beaucoup d'abonnés, mais avec des offres high ticket, ils arrivent à faire des revenus, c'est juste plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, alors qu'ils ont genre 200 abonnés, 300 abonnés. C'est juste que les vues qu'ils font, elles sont super qualifiées et il suffit d'un seul client qui signe un contrat pour avoir... Ça fonctionne pour du high ticket. Ça, c'est du high ticket, tu vois. Oui, parce que et ça dépend de la niche que t'es, Exactement. etc., le produit. Ça, après, moi, j'ai eu une corrélation très certaine entre mon nombre d'abonnés et mon revenu. Oui, mais il y a quand même... Moi, je fais du mass market. Mais c'est ça. Mais sauf que t'as pas forcément... C'est pas parce que par exemple, il y a un créateur qui a autant d'abonnés que toi qui va faire autant de revenus, tu vois. Oui, non, parce que là... Quand il y a une corrélation entre... tu augmentes en visibilité, mais qualitative sur la même niche, plus forcément tu vas signer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que il y a un mec qui a 200 abonnés qui fait forcément moins d'argent que toi. Ou c'est pas parce qu'il y a un mec qui a 1000 abonnés au lieu de 30 000 comme toi, qui fait 2 fois plus. Oui, non, je suis d'accord. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, ça m'a complètement débridé, tu vois. Genre, je me suis dit, parce que les gens, en fait, se lancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il y a déjà des gros. Bah oui, non. De toute façon, en vivre. Surtout que c'est gros. Moi, la stat que j'aime bien, et je suis un psychopathe avec ça, c'est de comparer les vues. Et donc, moi, je me fous un dashboard avec vue mensuelle de Benjamin Code, vue mensuelle de MyCoder, vue mensuelle de GraphiCard, vue mensuelle de moi. Et après, tous les mois, j'ai plus de vues que... C'est vrai. Et je fais plus de vues au mois que Benjamin Code. Mais en plus, toi, elles sont qualifiées de fou parce que tu parles toujours la même chose, c'est niché. Ah, voilà. C'est juste que Benjamin Code, il te fait 30K vues à chaque vidéo qui sort, mais après, ces vidéos, elles font plus de vues. Moi, j'ai des vidéos Evergreen qui me tapent du 1500 vues par mois, mais j'en ai plein qui font du 1500 vues par mois. En fait, j'ai toutes ces vidéos qui font 1500 vues tous les mois, donc j'ai déjà une baseline. Après, je poste plus de vidéos, etc. Et un MyCoder, moi, la dernière fois que j'ai regardé, il fait du 40K vues. GraphiCart, il en fait beaucoup parce qu'il a beaucoup de vidéos qui sont placées en Evergreen, donc lui, il doit faire du 300 K vues par mois. Mais c'est une stat que moi m'intéresse beaucoup plus, c'est combien t'as d'œil qui te regarde tous les mois, même si t'as 300 000 abonnés.
Gravlek, par exemple, je pense que lui aussi doit faire pas mal de vues parce qu'il a beaucoup de tutos. Après, c'est qu'est-ce que t'as mis dans tes tutos? Moi, j'ai plein de tutos qui font des vues, mais ils ont tous des fucking call to action. Donc, tout converti tout le temps. Bah, c'est ça qu'il faut penser, c'est que, et c'est ça. Déjà, une vue, c'est quoi? C'est une vue qualifiée. C'est une vue d'un mec random qui vient parce que tu parles d'un sujet random. Est-ce que t'as bien, tu vois, genre capté l'attention de la personne, donc il y a une bonne rétention sur ta vidéo? Est-ce que t'as bien parlé de ton produit pour qu'ils arrivent sur ton vente? C'est plein de trucs en fait. Et donc en fait, les gens qui peuvent faire 1 million de vues par vidéo sur YouTube ne gagnent pas forcément d'argent via leur business. C'est peut-être qu'ils vont faire du sponsor avec YouTube, mais ils auront peut-être pas autre chose. Mais il y a aussi d'autres piliers comme l'affiliation. Je sais pas si t'en fais toi avec ta chaîne, mais qui est complètement sous-côté. Tu sais, genre bah, si t'en fais avec quelques outils comme les boilerplate, maintenant tu fais toi, mais t'avais peut-être vendu celui de Marco avant, non? Bah ça c'est trop cheaté comme modèle, c'est que tu vends le produit de quelqu'un d'autre, mais t'as pas le support, t'as rien, et en plus t'as des modèles en mode recurring sur des outils à vie, tu vois. Rise, j'ai pas mal. Hein. Rise, moi, j'ai bien farmé. Hein. C'est bien ça. En fait, j'ai bien convaincu les gens avec mon truc. En fait, moi, je recommande les outils que j'utilise. Ça, c'est la même chose avec moi, c'est mon débat, les sponsors. Quand je vois que les gens, ils sont fans de Benjamin Code parce que il est super, il fait pas de formation, etc. Ouais, mais dans toutes ces vidéos, il te propose Hostinger, qui est dans le pire des providers que tu peux avoir, où tout pue la merde. Moi, j'ai testé. Je suis chez Hostinger, justement, et j'ai pas de problème. Quand tu compares l'expérience de n'importe quel Vercel, Digital Ocean. Oui, mais on parle pas du tout de la même logique. Tu vois, genre Hostinger, si c'est pour juste hoster un site web. Ouais, mais les prix sont pas avantageux par rapport aux autres. Mais moi, je te parle de, par exemple, là, j'ai une offre VPS chez Hostinger, ça marche super bien. J'ai mis un Coolify dessus. C'est quoi ton VPS? C'est Amazon derrière? Ah bah, c'est rien. Ce que je fais, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je paye que dalle. J'ai un VPS pendant 2 ans. Je sais plus quel VPS j'ai pris, mais j'ai payé 100 balles pour 2 ans et j'ai... Après, tu payeras combien? Comment? Après, tu payeras combien? Je sais pas, je vais pas regarder. Mais en gros, enfin, je m'en fous, en fait. Bah, ça, c'est juste le marketing agressif comme les domaines qui te proposent des domaines à 4 balles. Non, mais c'est sûr. Parce qu'ils se brillent pour avoir des clients. J'ai mis N8N dessus, j'ai mon truc de génération de documentation. En fait, sur mon VPS, j'ai tout mis, j'ai Coolify dessus et ça, c'est super. Si tu veux des VPS vraiment cheap, t'as moins cher. Hein. Sûrement. Moi, je suis tombé sur Hostinger et j'avais trouvé ça cool, donc j'ai testé et au final, je trouve ça bien. J'ai pas été faire une étude comparative très poussée. En tout cas, pour le prix que c'était et ce que moi, en fait, ça me permet de faire, je trouve que c'est pas mal. Genre. Après, il y a forcément des trucs. Voilà, donc pendant les 48 premiers mois, les 2 premières années, c'est 4 €, 3,50 € au lieu de 14, 75%. Donc là, d'ici, eux, Hostinger, ils ont des stratégies de scammer. Pour moi, Hostinger, c'est la stratégie d'un scammer. C'est, on te fout des prix dégueulasses comme ça, tu viens chez nous. Derrière, mais tu vois, c'est moi en tant que tech, quand même si je le suis de moins en moins, on va dire. J'aime bien, tu vois, j'adore Cursor parce que Cursor, c'est un produit qui est drivé par la tech, qui est drivé. Et moi, je leur ai envoyé un mail pour dire, ouais, j'ai fait plein de vidéos sur vous, vous pourriez me passer un lifetime plan de votre truc premium, comme ça j'arrête de payer 20 balles. Ils m'ont dit, non, on s'en bat les couilles. Ouais, ils m'ont dit, on s'en bat les couilles, on sponsorise personne. Parce que les mecs, ils sont là pour créer le putain de meilleur produit. Alors, 60% de leur CA, il part dans le marketing, pas du tout dans le produit. Pourtant, leur site, il est pas dingue. Et donc, moi, in fine, qu'est-ce que je veux? Je veux pas juste démonter Hostinger pendant 30 000 ans. En tant que tech, eux, ils te font des offres. Parce que eux, quand ils t'offrent un prix comme ça, ils font 0 bénéfice sur ton abonnement. Hein. 4 balles par mois pour un VPS, c'est sûr. Ils sont à perte. Hein. Ça, c'est de l'acquisition de lead. C'est de l'acquisition de lead. Eux, ils partent sur le principe que tu vas racheter chez eux, etc. Ils veulent t'avoir. Derrière, ils passent sur le principe qu'ils vont t'upsell parce qu'ils te vendent des domaines, ils te vendent des emails, etc. Donc, eux, ils te rentrent là-dedans. Derrière, ils vont essayer de te vendre plein de choses, etc. En fait, c'est sûr que j'en suis pas arrivé au stade d'essayer d'optimiser 100 balles, genre. Non, alors je dis pas ça. Moi, c'est le principe. Mais c'est par le principe, je comprends. C'est le principe. Hostinger, ils m'ont DM pour faire des sponsors. Je suis allé sur leur site. Je me suis connecté. Je me suis dit, c'est à chier. Jamais je ferai votre pub, votre truc. J'ai vu des providers plus à chier que Hostinger, en vrai. Il y en a. Mais quand t'as goûté, moi j'avais Digital Ocean où tout est Railway, Flyao, Vercel, oui, voilà. Ces stacks-là, je les utilise aussi. Enfin, ces providers-là. Mais pour avoir un VPS, j'aurais rien pris d'autre, tu vois, genre chez Hostinger, que mon VPS. Ah ouais, non, mais après, t'as raison, hein, mais non, mais t'es un gars smart. Les gars, ils t'offrent un Hostinger à perdre pendant 2 ans. Non, mais en plus, mais en plus, tu vois, genre,
j'ai un VPS où je mets tous mes outils pour automatiser mon business Non, mais non, et qui me coûte que dalle. Ok, moi je démonte le produit par rapport à est-ce que moi je suis aligné avec la sponsorisation. Moi j'adore les produits. J'ai pas envie de sponsoriser forcément leurs produits, tu vois. Voilà. Moi j'aime bien Recen, par exemple. Recen, je connais le fondateur, c'est Zeno Rocha. On s'envoie des mails. Le mec est passionné par le produit, veut augmenter la délivrabilité des mails. C'est un psychopathe. Ce produit-là, je peux en faire la pub tous les jours gratuitement. Ça. Quand je vois des youtubeurs, donc des gros youtubeurs Micode, etc., qui te foutent du Hostinger et leur marketing, c'est du scam en mode génère ton site WordPress avec l'IA, c'est fantastique. Ouais, non. Non, mais le niveau de ouais, bande d'enculés, vous êtes tellement cons, vous allez utiliser l'IA pour créer votre site à la con, vous payez 4 balles par mois. Mais fuck you. Voilà. Non, c'est vrai que ça, c'est pas ouf. Ouais. Voilà, bah, c'est juste alignement. Ouais, Et donc, ils préfèrent largement Micode qui te vend du Hostinger, qui va être beaucoup plus il est prestigieux. Après, il est aussi mainstream aussi. Oui, il est mainstream, mais si Micode, il te dit, bon les gars, je fais une formation pour faire de la cybersécurité, c'est 200 balles, vous pouvez aller dans le premier lien dans la description, le prestige baisse. Ouais les gars, allez sur Hostinger, le site est génial, c'est fantastique, etc. Le mec, il lit son script, c'est super Micode. Alors que s'il lisait son script pour vendre son super produit, qu'il aurait travaillé pendant 2 ans dessus, sur la cyber pour apprendre à faire ces trucs, il perdrait du prestige. Oui, c'est vrai. Ouais, clairement. Mais en plus, t'as des gens, ils aiment pas les vendeurs de formation ou les vendeurs d'accompagnement. Oui, parce que t'es biaisé. Et ils ont raison. Ils ont raison. On est biaisé. Bien sûr que si là, demain, je travaille avec Michael pour qu'il fasse du freelance, bien sûr que dans tous mes posts, je vais dire que le freelance, c'est fantastique. Et le mieux, c'est que là-dedans, Johan, il est assez smart pour savoir qu'en faisant moi des posts comme ça, lui, il gagne de l'argent aussi. Bah oui. Parce que il a un autre créateur populaire qui va aller dans sa même direction, même s'il fait de la pub pour un autre truc. C'est qui est pas le même. Mais bien sûr que si j'ai décidé de lui proposer ce partenariat pour vendre son programme, etc., bien sûr, je vais être biaisé. Je vais pas commencer je vais prendre les arguments. Quand je fais du React, je vais pas te dire, vu, c'est génial, bah, je fais du React, donc c'est un truc honnête. Mais bien sûr, on est biaisé. Et quand Michel, il te parle de Stinger et il te raconte des conneries dessus, il est biaisé parce qu'il est payé 20 000 balles pour faire son truc. Tu penses vraiment qu'il va être honnête? Non, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Et tout le monde est biaisé. Et l'influence en général, c'est un truc qui est pas compris. Il y a des gens qui me disent, je suis pas influencé. Ma mère, elle m'a dit ça. Ma mère, elle m'a dit, non, mais moi, je suis pas influencé. Je dis, mais c'est impossible. Tout ce que tu sais sur la politique, tout ce que tu vois en France est influencé par la source que tu es en train de regarder. Et moi aussi, je suis influencé dans les médias opposés de toi parce que je regarde pas les mêmes trucs. On est tous influencés et tu peux pas, c'est quasiment impossible aujourd'hui de pas l'être. Et il y a aucune personne qui est là, neutre. Je vais te parler du freelance, de prospection sur LinkedIn. Neutre possible. Bah non, t'es influencé par ton expérience, tu vas pas commencer. Déjà, t'as ton spectre de vie, ton expérience, les gens que tu côtoies, ton environnement, les infos que tu... Tes infos définissent tout, ta manière Si j'étais né dans un autre endroit avec une autre famille, avec un autre machin, avec des autres potes, j'aurais peut-être pas du tout les mêmes façons de penser et c'est logique. C'est l'environnement qui fait ça. Et donc, YouTube, influenceur, moi je dis souvent, moi j'assume le fait d'être influenceur. Bien sûr que dans mes vidéos, je t'influence à penser d'une certaine manière, sinon je ferais pas de vidéo et je resterais chez moi. Un flupreneur, du coup. Flupreneur, carrément, c'est les deux. C'est le nouveau flupreneur parce que sinon c'est créateur. Moi je dis je suis créateur. Ah, mais en fait, c'est pas que. On peut dire, alors tu fais pas que ça. T'as quand même des stratégies. Ah non, mais je dis, c'est prestigieux. Ah oui, dit comme ça. Ah, je suis créateur. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu dis ça quand tu te présentes. Ah oui, d'ailleurs, tu te présentes comment, toi, auprès des gens? Ouais, je dis, je vends des formations pour devenir développeur. Apprendre à coder, parce que la majorité des gens comprennent pas, et du coup, je fais okay. Coder des sites, genre. Ok. Tu vois, des gens, ouais, ok. Et bah, il y a des gens qui écrivent le code. Non, c'est pas WordPress, c'est vraiment genre, t'écris des caractères, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'explique. Je suis écrivain du numérique. Et après, je dis, je fais du contenu, LinkedIn, Twitter, YouTube, pour faire ça. Ok. C'est bien comme présentation? Ouais, c'est bien. Ouais, je comprenne. Bon, moi, c'est vulgarisé au max. Et toi? C'est bien. Moi, je leur dis, j'aide les indépendants à générer du cash. Comme ça. Comment tu parles même pas développeur, il peut même pas te poser des questions sur, non, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais non plus parce que tu vois, genre, typiquement, j'accompagne aussi un nutritionniste. J'accompagne un mec qui fait de business sur la crypto. J'ai majoritairement que des développeurs et designers. Je suis dans la niche tech, tu vois, mais les concepts sont généraux. Ok, pas mal pour YouTube. Je sais pas si t'as un autre truc. Donc moi j'ai noté. Ah oui, j'ai noté Ramsey. Ramsey, c'est ton super pote. Vous entendez bien? Et on est devenu amis. À la base, c'est venu sur un message que je lui ai envoyé. J'ai dit, écoute, mec, je regarde tes posts, j'aime bien ce que tu publies.
Donc je te trouve aligné avec tes valeurs et moi j'aime bien les personnes qui sont alignées avec leurs valeurs, même si des fois je partage pas forcément 100% de ce qu'il retranscrit. Mais dans l'idée, il va dans la même direction que moi. Je me suis dit, on fait un appel pour faire un podcast. Le timing, en fait, fait que le feeling s'est super bien passé. Lui aussi, dans son côté, il a apprécié. Les gens ont apprécié. Avoir une personnalité comme ça, très prononcée sur un domaine qui est très cash et un peu hors norme. Et donc, du coup, ils ont aimé, je pense, le contraste ici. Et donc, au final, on aime bien faire du contenu ensemble et je pense que ça s'arrêtera pas et on fera peut-être des trucs ensemble plus tard. Et voilà. Peut-être qu'il va même venir vivre à Maurice 6 mois dans l'année, peut-être, donc on verra. Love. Ok, c'était une petite remarque. Mais ça, c'est le networking. T'envoies un message, au début, c'est opportuniste. Ouais, c'est vrai. Parce que tu es là pour, dans l'intérêt de faire une nouvelle vidéo YouTube ou etc. Et en fait, ça match tellement bien avec la personne qu'après, tu t'en fais une relation amicale et même professionnelle. Et à la fin, tu génères des liens très très forts avec des personnes avec qui tu n'aurais jamais noué le lien si t'avais pas envoyé le message. Je suis d'accord. Très stylé. Dernier mini point. On va aller très très vite. Patriation est vite. T'as décidé de quitter la France. Ouais. Tu es comment face à tout ça? Je suis super serein et content de le faire. Ça fait 10 ans que je voulais vivre à l'étranger et que j'ai jamais fait. Et depuis que j'ai eu les enfants, en fait, ça m'a toujours mis des freins dans le sens où t'as toujours peur de te dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je fais pas des conneries. En plus, je vais être loin de la famille, ils vont pas voir les enfants grandir, etc. Et en fait, il y a un moment donné où tu te dis, là, les miens, ils vont avoir 7 et 8 ans, là, en janvier. Se dire que j'ai pas bougé encore parce que quand ils auront 12, 13, 14 ans, ça sera la mort, en fait, si je dois le faire. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Et en plus de ça, fiscalement, j'en ai marre, quoi. Je vais pas me mentir. Il pleut tout le temps là où je suis en Bretagne. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu le soleil. Ça change carrément. J'ai personne dans mon entourage qui fait de l'entrepreneuriat là où je suis, mais ça m'intéresse pas de faire. Moi, c'est du business en ligne. Qui font ce que je fais, ils sont tous soit à Dubaï, soit à Singapour, soit Thaïlande, soit Maurice, soit aux États-Unis, soit Panama. Quoi, Bali. Oui, Bali aussi. Et j'ai pas de. Ah oui, il y en a beaucoup à Paris. Hein. Oui, mais les paris, ça me casse. Il y a que à Paris. Non, ouais, c'est ça. Et en fait, donc là, j'ai envie de bouger. J'avoue que fiscalement parlant, ça me ferait du bien aussi de me dire j'arrête de cotiser pour des trucs super chers que j'aurais jamais. Pour moi, la retraite, c'est mort. Donc là, en fait, je fais du DCA tous les mois sur un service que j'aurais jamais et que je vais jamais toucher. C'est pas du DCA parce que la retraite en France, c'est pas assez intelligent pour investir l'argent. Voilà, mais c'est ça. Mais du coup, pour moi, c'est comme si cet argent-là, je pouvais le mettre en DCA, en bourse ou en. Ah bah oui. Mais sauf que je le mets dans un service. C'est des pays qui investissent en Danemark et tout. Ouais. La retraite, c'est full investi. Ouais. Et donc, ils savent combien t'as mis, ils savent, eux, ils font leur investissement, et ils ont tout un truc, etc. Même en Suisse, on fait pas ça, c'est totalement débile. Ça n'a aucun sens. Ils sont en flux tendu, ils te prennent l'argent, ils le redonnent à des gens. Il y a plein de pays qui ont investi il y a des pays, ils ont des portefeuilles de 1300 milliards, je regardais. C'est indécent, genre les mecs, une fois t'arrives à la retraite, ils sont en mode, bravo, t'as fait plus 30% sur tout ce que t'as investi, on a battu l'inflation, et t'es le roi et tout, et en France, c'est l'inverse. Mais en plus, moi, je trouve que la tendance est un peu craignos en France. Même en Europe, en règle générale, on est en train de tous s'endetter et tu sens que la conjoncture économique, elle est pas folle. Là où il y a beaucoup de pays, en dehors de l'Europe, où c'est plutôt tendance haussière, tu vois. On sent que là, on est le futur tiers-monde. Ah oui, c'est souvent ce que je dis. Quand je reviens d'Asie et de Dubaï, j'ai l'impression d'être dans le tiers-monde, il est là. En fait, t'as de moins en moins de services, tu payes de plus en plus cher. Et en fait, ils veulent le taxer de plus en plus, même les gens qui sont plus là du tout depuis des années. Et je vois des gens dire, oui, tu vas profiter de la santé, de la sécu, mais non. En fait, mais tous les gens qui disent ça ont jamais été dans un hôpital à Dubaï, à Bali ou en Thaïlande ou dans des pays d'Asie. Les services là-bas, c'est 5 stars. Moi, j'ai une pharyngite à la con. Dans les 2 heures où je suis allé à l'hôpital en urgence, j'avais une radio. Alors que c'était pas important, hein. J'étais pas en train de crever, j'aurais pu tenir en Suisse. Si tu tiens 10 heures, ils te laissent 10 heures. Puis ils se disent, bon, quand tu commences vraiment à aller mal, on commence à te prioriser. Mais ils ont plein de gens qui arrivent. Bref. Enfin, ouais, mais voilà, en gros, c'est un sujet. Il y a un sujet que j'aime bien par rapport à ça, pour parler de trucs plus précis, c'est il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lancent dans le business ou quoi, ils vont avoir le contre-argument de dire, moi j'ai des enfants, j'ai une famille et tout, je peux pas faire ça. Et comment tu l'as vécu? Je leur dis, c'est que vous avez pas assez de volonté pour pouvoir y arriver, c'est tout. Parce que moi, je l'ai fait.
Non, j'ai un peu sacrifié ma vie de famille pendant un moment, mais je suis sorti les doigts du cul, j'ai bossé et j'ai toujours bossé beaucoup. Et oui, je passais à peu près à côté de ma vie à certains moments parce que j'étais toujours dans mon bureau, mais maintenant j'en profite, quoi. Donc c'est possible. C'est possible. En fait, Après, c'est plus simple. Si c'était à refaire, tu te dis, si j'avais commencé à 20, 25 Ah bah ans, oui, bah non, mais c'est vrai, il n'y a pas assez des fois la maturité pour ça, donc Oui. tu as de la chance de l'avoir fait assez tôt. Moi, à cet âge-là, je me disais que le seul moyen de faire de l'argent quand tu étais entrepreneur et développeur, c'était de monter une boîte et d'être... de faire une startup licorne, Exactement. ouais, très compliqué, quoi. Très peu de probabilité de réussir. High risk. Ouais. Et des potentiels très, très... Et en plus, c'est nul à chier parce que même si tu venais à faire une levée de fonds, après pour exit, c'est trop chiant et en plus, tu gagnes quasiment rien. Et en fait, il y a tellement peu de boîtes qui arrivent à ce niveau-là qu'en fait, c'est jouer au loto pour le niveau d'investissement. Et en plus, tu es même plus libre de ce que tu veux faire parce que c'est même plus toi qui détiens le plus les parts majoritaires de ta boîte. Oui. Pour finir cette vidéo, ce podcast, débat, j'espère que tout va fonctionner. Normalement, c'est bon. Débat, je lance des petites phrases, il y a juste 3 phrases, c'est marrant, et on fait une petite réaction rapide, etc. Par rapport à ta avant-dernière vidéo, Bolt va tous nous remplacer pour créer et maintenir des projets. Non. Après, tu peux... Non, en vrai, de ce que j'ai testé, c'est pas encore au point. Et dans quelques années, c'est possible parce que le potentiel est là. Mais je pense qu'on a encore un peu le temps de voir venir le truc. Ok, bon, moi, ma théorie, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, mais c'est que ça peut créer des projets, mais que l'IA n'arrive pas à s'autocorriger. Donc, sans développeur actuellement, en tout cas, et ça me paraît impossible dans le futur, comme Impossible, carrément. avec les modèles actuels de... On n'oublie pas que les IA, du moment que l'IA, son travail, c'est un système de génération de tokens aléatoires, de prédiction de tokens en fonction du token précédent, du moment qu'il y a ça, c'est impossible. Ouais, okay. Pour moi, elle est là. Okay. C'est-à-dire qu'il peut pas parce que lui, il est dans la prédiction, il comprend rien de ce qu'il fait. Il a jamais compris rien de ton code. Il est juste en full prédiction. Et donc, si dans ses prédictions, c'est cohérent avec son machin, il pourra jamais corriger ses propres bugs, peu importe ce que tu lui dis. Surtout plus le contexte grossit. Oui, si on reste sur ce pattern-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres patterns, hein. Donc, pour l'instant, c'est le seul qui marche. Ouais. C'est le seul qui a jamais marché. Je suis persuadé qu'il y en aura un autre. S'il y en a un autre, en tout cas avec du LLM. Mais je sais pas quand. Mais en tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que c'est bien pour aller plus vite et tous les outils IA qu'on utilise aujourd'hui, j'en utilise plein, permettent d'accélérer. Donc, c'est plus un bras articulé, en fait, robotisé à l'Iron Man, en fait. C'est là où j'adore Cursor, qui a cette philosophie. Et puis moi, maintenant, il y a plein de trucs à la con que je fais avec Composer. Sépare-moi ce composant dans cette bouche, ça. Allez, fais ça. C'est stylé, ouais. Et après, en même temps, tu réponds à des messages. Je fais ça rendre moins productif. C'est-à-dire, l'IA nous rend moins productif parce qu'on est en mode, bon, bah, maintenant, je dois attendre 2 minutes. Allez, on va sur Twitter. On envoie des mails. Après 20 minutes plus tard, c'est fini. Deuxième phrase. Le marché des développeurs est mort en France. Il est mort pour les gens qui font comme d'habitude. Et qui font pas de remise en question depuis ces dernières années. Et c'est beaucoup plus dur pour des nouveaux, effectivement. Mais il y a toujours une grosse demande. Il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, si vous faites que répondre à des CV, à des job boards, je pense avoir la crève avec la clim. Il fait trop froid? Ouais, j'ai courant d'air, c'est pas grave. Si vous faites comme avant, c'est sûr que ça ne marchera pas. Vous allez être dans la masse. Aujourd'hui, bah, tout ce qu'on a discuté avant et ce que j'ai fait pour moi, bah, ça peut vous aider à trouver des clients sans avoir à chercher. La création de contenu, l'avantage, c'est que c'est organique, ça dure dans le temps. Là où payer des pubs, ça va vous aider sur le court terme, mais dès que vous arrêtez, vous n'avez plus rien. Donc la prospection active, c'est un peu la même chose. Merci, Johan. Troisième phrase, il y a trop de coachs sur LinkedIn. Pour dire que t'es coach. En fait, oui et non. En fait, le marché est tellement grand en fait que je pense qu'il y a de la place pour tout. Mais en fait, on voit toujours que le haut de l'iceberg en fait. En fait, tu t'intéresses à un sujet, tu vas voir que sur les réseaux, tu vas voir quasiment que ça après. C'est aussi les algos qui poussent en ça. Ok, merci Johan. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce format? Super cool. J'aime bien ce genre d'échange et tout, et quand même un peu guidé. Et ça change un peu. Et en plus en physique, c'est cool. T'en penses quoi de mon iPad? Trop bien. J'ai envie de faire la même chose. Tu m'as donné envie d'acheter, c'est pas bien. Ouais, j'aime bien parce que ça me permet de m'occuper. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit c'est difficile quand t'es au téléphone, si tu fais qu'une seule chose, t'auras tendance à être moins focus. Le fait d'écrire des trucs et faire des dessins et tout, ça permet de... Je peux montrer le schéma d'ailleurs, c'est méga stylé, je sais pas ce que tu dis comme truc pour les notes. Non, c'est le truc d'Apple, Freeform. Ça ressemble à un truc de l'enfer. Il a fait des screenshots avec du texte partout, donc j'ai screenshot mes prises de notes et après je dessine dessus, comme ça je peux faire des flèches.
pour avoir les réflexions, etc. Putain, du coup, j'ai envie d'être un AP trop. Et en plus, tu l'utilises en deuxième écran sur le Mac, c'est cool. Ouais, donc je dessine un petit peu des fois avec. Ok, c'était un plaisir. Si vous voulez retrouver Johan sur YouTube, c'est Johan Code. Exactement. Ouais, je regardais. Et sur LinkedIn, c'est Johan le Roche. Brock. Exact. Et je publierai de toute façon tout ça sous cette vidéo et sous les liens du podcast. Ouais, merci à toi. Merci à tous. Ciao. Salut les gars.